Donc je vais faire une très brève introduction générale et puis je laisserai la parole à Marta Severo qui est pilote scientifique de ces séminaires. Donc je remercie d'abord les intervenants d'avoir accepté de participer à cette première séance de notre première saison du séminaire Le Lab. Vous voyez ici l'intitulé « Les représentations et participations politiques dans les médias » et j'ai rajouté une petite précision « Mesures et effets ». Donc je laisserai Marta présenter les intervenants. Je remercie aussi toutes les personnes, et elles sont nombreuses, qui ont participé à la préparation de ce séminaire. Et voilà. Donc le séminaire est au format hybride, en ligne. Donc je crois que vous êtes déjà très nombreux en ligne et en présentiel. On espère que la technique sera avec nous, et que les personnes en ligne pourront suivre de la meilleure façon possible ce séminaire. Je vous demanderai de couper vos micros en ligne. On suivra le chat pour les questions qui seront éventuellement posées et ensuite on donnera la parole éventuellement à ceux qui veulent les poser en live après chaque intervention. Donc très brièvement une remise en contexte. Le Lab, c'est une nouvelle offre de services aux chercheurs qui exploitent les collections de l'INA, essentiellement qui exploitent les collections de l'INA avec des approches méthodes quantitatives, des traitements automatisés et des outils de fouille. C'est une demande et des approches d'exploitation de nos collections qui se développent. Et donc, on a souhaité accompagner ces usages avec ce séminaire dont l'ambition est multiple. D'une part, développer un dialogue entre les communautés scientifiques, à la fois les informaticiens, les data scientists et tous les chercheurs issus des sciences humaines et sociales. Donc développer ce dialogue et aussi favoriser au sein de ce séminaire une réflexion, voire alimenter une réflexion, parce qu'elle est déjà en cours dans plein d'autres lieux, mais alimenter une réflexion sur ce que ça engage d'un point de vue épistémologique, quelles sont les nouvelles méthodes, les approches qu'il faut considérer dans ce genre de travaux. Et puis, une des choses auxquelles on s'est attaché aussi, c'est que ces séances, dont vous allez voir ici qu'elles se déclinent jusqu'au mois de juin, on a été attentif au fait que les présentations et les débats qui s'organiseront au sein de chacune de ces séances permettront d'apporter des éclairages sans doute nouveaux sur des sujets qui animent le débat public. Voilà, je vais passer la parole à Marta, donc, qui est la pilote scientifique de cette saison de séminaire. Merci à tous. Alors, quand Claude m'a proposé d'animer ce séminaire, déjà, je pensais que c'était bien de les faire avec quelqu'un de l'INA et Jean-Carry va être mon binôme et on va animer ensemble les débats. Et après, on a pensé que c'était bien partir de tout ce qui était déjà fait par l'INA avant les labs. Il y a beaucoup de projets de recherche, des jeux de données qui ont été donnés, les dispositifs des chercheurs associés, et c'était bien lancer la réflexion à partir des travaux qui ont été initiés parfois d'une manière spontanée. Voilà, on demande à un chercheur, on répond à un appel à projet. Voilà, c'est comme ça qu'a été construit les programmes. En effet, avec Claude, j'ai demandé si tu peux me rédiger la liste de tous les chercheurs qui ont demandé des jeux de données ou qui ont travaillé. C'est à partir de là qu'on a construit des séances en 2 temps. On aura un temps dans chaque séance dédié plus à des demandes qui viennent des chercheurs, on peut les dire comme ça, et un deuxième temps qui part plus d'un développement qui est initié par l'INA, une recherche. Et alors aujourd'hui, voilà, on commence avec un binôme qui, pour moi, représente bien les travaux de l'INA. Parce qu'il y a un côté Julia Cagé qui je vois plus tard parce que je suis derrière Jean, voilà, qui a abordé beaucoup de projets avec l'INA, dont la recherche met les données des médiatiques au cœur. Et Benjamin Monnery, qui est le premier chercheur, voilà, pour l'historique, qui a sollicité l'INA. Alors, quel est le trait d'union entre les deux recherches
qui on écoutera aujourd'hui. Alors déjà, c'est deux économistes. On a une analyse qui dialogue avec des méthodes similaires, mais surtout l'effet de voir comment les données médias, pas seulement les données médias, mais les données médias peuvent aider à étudier certains phénomènes politiques. Alors, ce n'est pas les mêmes. Hein, avec Julia Cazé, ce sera plus sur les mécanismes des financements. Et la deuxième présentation de Benjamin portera plus sur les sanctions, les rapports entre les sanctions des parlementaires et les apparences médiatisées. Mais il y a, alors cette problématique comprend des données médiatiques, comment on peut les traiter, les rendre de manière démesurée, d'objectiver des phénomènes. Et ça implique toute une question des méthodes. Alors, quelle méthode on peut construire? Comment on prend en compte l'erreur, voilà, et après comment on revient en théorie à une généralisation. Bon, je m'arrête là. Et alors, Julia Cazé est professeure en économie à Sciences Po Paris. Elle présente un travail collectif réalisé avec Nicolas Hervé, qui est aujourd'hui directeur de la recherche à l'INA, et Camille Ourvois et Maurice Engel, qui je pense à distance. Julia Cazé a porté beaucoup de projets. Elle a notamment un projet RC Participate qui est en cours depuis 2020 et beaucoup de publications qui ont un succès énorme. Je pense qu'on va l'écouter, c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Là, c'est le poste vraiment logistique. Bon, ben, merci beaucoup et merci pour l'invitation. J'étais contente de venir présenter au lab parce que pour le coup, il y a quand même beaucoup de mes recherches au cours des presque 10-12 dernières années, je crois qu'on peut dire, Nicolas, n'est-ce pas, qui ont été faites avec l'INA et grâce à l'utilisation des données de l'INA. Et c'est le cas de cette recherche qui est faite avec Maurice Engel, qui est étudiant en thèse en fait, entre Sciences Po et l'INA, avec un financement de la région Île-de-France. Donc ça montre à quel point on a tissé des liens, y compris jusqu'à prendre des doctorants ensemble avec Nicolas et Camille Ourvois, qui maintenant est professeur à l'université de Mannheim. La question de départ en fait qu'on avait dans ce projet de recherche, c'était d'essayer de mesurer les biais médiatiques. Alors ça, c'est pas exactement une question qui est nouvelle en économie ou en sciences politiques en général d'ailleurs, mais l'idée qu'on avait, c'était il y a tout un débat qui se pose depuis des années pour savoir dans quelle mesure les biais sont des biais qui répondent en fait à une certaine demande. Donc c'est pas fondamentalement des biais, c'est-à-dire que vous allez avoir des médias de droite et des médias de gauche parce que vous avez une audience, un public de droite, un public de gauche, et finalement il vient juste servir une demande qui voudrait du contenu qui soit du contenu pas forcément pluriel d'un point de vue politique, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être, et dans quelle mesure est-ce que ça peut être influencé par les préférences politiques des actionnaires. Notamment dans un système médiatique, on n'a pas toujours une protection de l'indépendance des journalistes qui est parfaite. Et en fait, il y avait une dimension qu'on voulait rajouter à ce questionnement, c'était le rôle joué par les journalistes eux-mêmes. Parce que être journaliste et travailler pour un média, ça ne veut pas forcément dire qu'on épouse ou qu'on épouse entièrement la ligne éditoriale de ce média. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si on regarde aujourd'hui le paysage médiatique français, est extrêmement concentré du point de vue des actionnaires, mais les journalistes, dans leur diversité, et encore, si je regardais que les cartes de presse, vous avez encore eu 34 000 cartes de presse aujourd'hui. Donc, potentiellement, il y a une pluralité d'opinions, mais on ne sait pas dans quelle mesure ils peuvent l'exercer. Donc on s'est dit qu'on voulait étudier finalement le rôle joué par les actionnaires, le rôle joué par la demande, par les citoyens, et le rôle joué par les journalistes dans les biais médiatiques. Ici. Ah, ici. Alors comment... Ok, parfait. Alors du coup là, je me suis permis, je suis désolée, hein, les slides de la présentation vont être en anglais, même si je vais présenter en français parce que c'est basé sur un article de recherche que pour l'instant on a écrit uniquement de manière non vulgarisée, je vais dire en anglais, qui s'appelle Hosting Media Bias, Evidence from the Universe of French TV and Radio Shows 2002-2020. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cet article? On va utiliser de manière relativement intensive les données de l'INA, et notamment le formidable travail qui a été fait d'annotation de tous les programmes
à l'INA au cours de... Enfin, nous, on remonte à 2000, hein, en fait, mais au cours de toutes les dernières décennies. Et ça nous permet quoi? En fait, on va s'intéresser à l'ensemble des programmes qui ont été diffusés à la télévision, à la radio depuis 2000, donc on couvre 2002-2020. Pour chacun de ces programmes, en fait, on va se focaliser sur les programmes qui sont des programmes de flux, où il y a au moins un présentateur et au moins un invité. Donc on ne considère pas le stock, on ne va pas considérer le documentaire, on ne va pas considérer la fiction, on va vraiment considérer le flux. Donc toutes les émissions, vous avez au moins un présentateur et au moins un invité sur les plus grands médias. Donc on a pris toutes les chaînes en fait, de radio publique et télé en termes de fréquence hertzienne qui étaient disponibles, et puis en fait toutes les télévisions que vous allez avoir sur la TNT. À l'arrivée, on a documenté 14 télévisions, 8 radios, ça nous donne de l'information sur 6 millions d'émissions différentes, un total de 26 000 présentateurs, enfin journalistes au cours de la période, et de plus de 300 000 invités. Et donc ça, en fait, le gros du travail quand même pour nous avait été fait grâce au travail fait par l'INA et grâce au travail fait dans les notices documentaires de l'INA, puisque vous avez à chaque fois le nom du présentateur et vous allez avoir le nom des invités, et parfois, alors ça va dépendre des invités et de leur récurrence, vous allez avoir des informations également sur les invités, leur métier, etc. Puis vous avez des informations sur la durée de l'émission, sa longueur, sa fréquence. Donc en fait, on va pouvoir assez simplement, pour chacune des émissions qui est mise à l'antenne aujourd'hui en France, eh bien, on a tant de temps de parole. Enfin, déjà, on a tant de temps de parole avec des invités, et puis tant de temps de parole avec des invités qui vont relever du secteur du sport, de la culture, etc., et y compris des invités politiques. Alors, c'est là où, en fait, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse fondamentalement, on a rajouté un peu du travail quand même, nous. On ne s'est pas contenté de prendre ce qu'avait fait l'INA, et on a rajouté du travail parce qu'on voulait aller sur la mesure des biais politiques au-delà des simples mesures de pluralisme qui sont utilisées, y compris qui sont utilisées par le régulateur aujourd'hui en France, hein, mais c'est le cas aussi aux États-Unis pendant des années avec la Fairness Doctrine, qui consiste à considérer comme personnalité politique dont on régule le temps de parole que les femmes et les hommes politiques définis au sens étroit du terme, c'est-à-dire bon, ceux qui sont élus, ceux qui ont été candidats pendant des campagnes, ou ceux qui vont être membres ou à la tête de partis politiques. Ça s'est posé cette difficulté très concrètement, par exemple, lors des présidentielles de 2002 ou jusqu'en septembre 2021. Éric Zemmour, pourtant candidat 2 mois plus tard, n'était pas comptabilisé dans le temps de parole par l'Arcom, parce qu'il était éditorialiste et que le temps de parole des éditorialistes n'est pas comptabilisé. Pour autant, on peut s'interroger. Après, nous, on pose des questions, on n'a pas de solution. On va faire des mesures, et puis je vais vous montrer comment ça peut influencer les mesures, sur la mesure dans laquelle, potentiellement, son temps de parole était quand même du temps de parole à valeur politique. Donc, en gros, quand on va essayer de mesurer le temps de parole des différents courants politiques, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord prendre le temps de parole des hommes politiques tels que définis par le CSA devenu Arcom, et puis on va aussi essayer d'identifier ce qu'on a appelé en anglais les pin-ups, pour politically engaged non-politician. On va essayer d'identifier les individus dont on peut considérer que le discours est politique, mais je vais vous montrer comment on le fait concrètement, mais qui ne sont pas définis étroitement comme des politiciens. Et ça va nous permettre, dans un premier temps, d'avoir pour chaque chaîne, et potentiellement pour chaque jour, après on va faire des degrés d'agrégation, le temps de parole consacré aux différents mouvements politiques, et de le comparer à un certain nombre de benchmarks, par exemple la représentation parlementaire de ces différents courants ou leur popularité dans des sondages. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? La question initiale que j'ai posée est de savoir dans quelle mesure, finalement, le biais qu'on va constater, et vous allez voir qu'il y a vraiment des différences de couverture des différents mouvements politiques entre les différentes chaînes à un moment donné du temps, c'est-à-dire en prenant en compte la popularité à un moment donné du temps d'un parti politique, dans quelle mesure ce biais médiatique-là il peut être expliqué par les préférences de l'actionnaire, par les préférences des citoyens, consommateurs, téléspectateurs, ou par les journalistes eux-mêmes. Techniquement, comment on peut faire ça? Et en fait, on va faire deux choses. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tirer avantage du fait que vous avez un grand nombre de journalistes, alors soit au cours d'une année, alors là, si je veux vous donner un cas d'école, mais sauf qu'on en a 26 000, hein, donc on va en avoir beaucoup plus qu'un, mais si vous prenez Léa Salamé, par exemple, Léa Salamé, elle va avoir une émission sur France Inter, elle va avoir une émission sur France 2, je crois qu'au même moment, elle avait une émission sur France 5. Vous avez, voilà, des journalistes comme ça. Bon, là, je vous dis Léa Salamé, ça fait un nom fameux, mais on en a beaucoup complètement anonymes, qu'on va retrouver soit au cours d'une même année, soit d'une année sur l'autre,
sur différents médias. Et en fait, on va utiliser cette variation-là, le fait qu'une même personne va travailler sur différents médias, pour isoler l'effet du biais politique qui est dû aux médias, et l'effet du biais politique qui est dû aux journalistes. Si je voulais complètement caricaturer, disons que si on avait, je ne sais pas moi, un journaliste, Léa Salamé, qui serait tout à la fois sur CNews, médias qu'on va pouvoir... dont on va pouvoir montrer, on va dire, le biais vers la droite de la droite, et qui serait en même temps sur France Inter, même si c'est pas tellement vrai, mais le média qui a plutôt une réputation de gauchiste. On verra d'ailleurs que ça permet de relativiser un tout petit peu les choses quand on regarde concrètement les données. Bon, ça va être intéressant de voir si, oui ou non, ce journaliste, quand il est sur CNews, invite uniquement, je caricature, des invités du Rassemblement National, et quand il est sur France Inter, invite uniquement des invités de la France Insoumise, ou si en fait, il y a toute une partie du biais qui vient de ses propres préférences politiques, et il se trouve que, disons que ce journaliste a des préférences politiques d'extrême droite, et qu'elle invite uniquement sur CNews, ainsi que sur France Inter, qui pourtant, en moyenne, toute chose égale par ailleurs, a plutôt une surreprésentation de la LFI que des invités du FN. Voilà, là je caricature un tout petit peu, mais en gros c'est ça que la variété des données qu'on a, le fait de pouvoir travailler sur 22 ans, avec 6 millions d'émissions, 26 000 journalistes, 300 000 invités, vont nous permettre d'un point de vue quantitatif d'identifier. Et tout à l'heure vous soulignez aussi la question des erreurs. Justement, on va avoir un effet toute chose égale par ailleurs avec une marge d'erreur. Parce qu'on va pouvoir avoir des écarts types finalement. On va pouvoir dire, bon voilà, d'après notre marge d'erreur, voilà le rôle joué par les journalistes, voilà le rôle joué par les chaînes et par les préférences des consommateurs dans le biais médiatique. Techniquement, on utilise un modèle avec des effets fixes à la fois au niveau des chaînes et des journalistes pour nous permettre d'isoler chacun de ces effets. Ça, c'est la première moitié de ce qu'on fait. Et la deuxième moitié de ce qu'on fait, ce que je vais vous montrer, c'est que les plus de 70% de la variance entre les chaînes en termes de pluralisme et de couverture des différentes opinions politiques vient des chaînes elles-mêmes. Et vous avez entre 20 et 30%, en fait c'est plutôt en baisse de la part de la variance qui s'explique par les journalistes. C'est intéressant de voir la baisse sur le long terme, parce qu'en fait ça témoigne quand même de quelque chose qu'on serait tenté d'interpréter comme une réduction de l'indépendance des journalistes par rapport à la ligne éditoriale qui est imposée par le média. La chose qu'on fait dans un deuxième temps, c'est que là on va étudier un choc d'actionnariat, et on va étudier les effets sur la couverture médiatique des différentes parties de l'acquisition par de la prise de contrôle par Vincent Bolloré du groupe Vivendi en 2015, qui possédait à l'époque 3 chaînes, plus d'ailleurs 4, mais Canal+, D8, ITD, et donc qui sont devenus maintenant aujourd'hui Canal+, C8 et CNews. C'est assez intéressant. Vous allez voir deux choses en fait dans ce que je vais vous montrer. D'une part, si vous regardez, puisqu'on a 2002, 2020, si vous regardez avant 2015, par rapport au reste du paysage audiovisuel, ITélé était plutôt à gauche du reste du paysage audiovisuel. On va utiliser France 2 comme une espèce de benchmark, une espèce de point fixe. Tout va être défini en termes relatifs. Moi, je ne suis pas devant, je ne peux pas vous dire est-ce qu'on surreprésente ou sous-représente la droite ou la gauche. Donc il faut bien un benchmark. On va prendre France 2 comme benchmark constant dans le temps. Vous allez voir qu'avant 2015, ITélé était plutôt plus à gauche que France 2, et ça va vraiment bouger davantage vers la droite après la reprise en main par Vincent Bolloré. Ce qui est intéressant, c'est que comme vous avez absolument toutes les chaînes au cours du temps, avec les données qui sont des données journalières, on peut vraiment voir ce qui se passe au moment du changement d'actionnariat. Donc on va avoir un changement de ligne éditoriale, pile autour du changement d'actionnariat, et on va essayer de comprendre d'où il vient. Et notamment, en fait, on va documenter qui sont les journalistes qui partent, qui sont les journalistes qui restent, et qui sont les journalistes qui rejoignent la chaîne. Donc on va voir qu'il y a aussi un espèce d'effet de sélection, c'est en choisissant un certain nombre de journalistes que vous pouvez modifier la ligne éditoriale d'un média. Tout ça dans les 9 minutes qu'il me reste. Mais donc plus précisément en termes de données, donc on a ces 6 millions d'émissions qui sont complètement documentées dans les notices de l'INA. Donc encore une fois, c'est vraiment ça qui rend notre travail, qui l'a rendu faisable et qui l'a rendu possible. Et donc on a 14 chaînes de télévision, 8 stations de radio, et donc on a tout le flux en fait avec il y a davantage que le flux, mais on a pris tout le flux avec au moins un invité et au moins un journaliste qui présente. On a 300 000 invités, on a 26 000 journalistes, et donc ce qu'on va faire,
ce qui a pris le plus de temps, c'est la classification c'est ça pour le coup, on l'a fait nous-mêmes, des invités entre politiques, une fois qu'on les a identifiés comme politiques, d'identifier leur bord politique, et puis ces personnalités non directement politiques, mais dont le discours peut être orienté politiquement. Alors pour classifier les hommes politiques, ça n'a pas été le plus compliqué. On a pris en fait toutes les listes des candidats à toutes les élections en France depuis 2000. En fait, on est remonté un peu avant, on est remonté à 97. Donc ça a été une première source d'information. C'est pas si facile. C'est facile quand les gens s'appellent... je sais pas, il y a qui a un nom étonnant parmi nos politiques. En gros, quand les gens s'appellent Philippe Martin, c'est pas bien. Parce que dans ce cas-là, vous allez avoir beaucoup de Philippe Martin et vous voulez pas n'importe quel Philippe Martin invité étonnant dans les médias qui soit placé par un Philippe Martin qui a candidaté à une élection. Mais bon, donc on a d'abord fait un match de manière aveugle entre les noms des invités et puis toutes les listes des candidats aux différentes élections. Puis ensuite, on a fait un check manuel pour éviter justement d'avoir trop de Philippe Martin qui se sont présentés dans une mairie quelconque. Ensuite, on a pris la liste de tous les membres affiliés aux différents groupes parlementaires, puis ensuite toute la liste des membres des gouvernements, et puis secrétaire général de l'Élysée, secrétaire général adjoint, etc. etc. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait pour classifier les invités qui sont politiques, et donc ça, c'est relativement simple pour le coup, parce qu'on a leur étiquette politique associée par exemple au parti pour lequel ils vont concourir pour l'élection. Sachant que toutes ces mesures-là qu'on a faites, elles vont bien sûr être autorisées à varier dans le temps. Hein. On ne considère pas que vous appartenez à un parti aujourd'hui pour toujours. Ce qui est aussi le cas d'ailleurs de nos invités non directement politiques. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite. Alors, pour la deuxième chose, et c'est là où c'est un point intéressant, c'est-à-dire que nous, on l'a fait d'un point de vue scientifique, et un des arguments qu'on pousse et qu'on va montrer, y compris dans le cas de CNews, c'est que le fait est que les chaînes ont détourné la régulation sur le temps de parole politique en faisant beaucoup moins de programmes où elles invitent des politiques et beaucoup plus de programmes où elles font débattre des éditorialistes, ce qui est une manière de ne pas respecter les règles, de respecter la lettre, mais pas l'esprit des règles de pluralisme du point de vue de l'ARCOM. Donc nous, on propose des alternatives. On les propose comme chercheurs. Ça ne veut pas dire qu'elles seraient facilement mettables en œuvre pour le régulateur, et ça ouvre, je pense, la discussion avec le régulateur sur comment on fait pour réguler ce temps de parole des personnalités non directement politiques. Nous, on a trouvé 3 manières de les identifier. D'une part, on a établi depuis 2000 la liste de toutes les universités d'été des différents partis, avec la liste de tous les invités. Et on considère que si vous allez parler à l'université d'été du Rassemblement National, ou du Parti Socialiste, ou du Parti de Gauche, ou des Verts, ça vous marque quand même politiquement, et ça montre une certaine forme d'engagement. Encore une fois, tout ce qu'on a fait, je ne vais pas rentrer dans le détail de la manière dont on a modélisé la fonction, mais en fait, on a fait une fonction où on va vous attribuer une étiquette politique quasiment au moment où on vous observe pour la première fois, et après, on décide que ça diminue au cours du temps. Donc si on vous observe une fois à une université d'été, et ensuite vous ne participez à aucun think tank, vous ne signez aucune tribune pour soutenir un candidat, vous allez retomber neutre assez vite dans le temps. Par contre, si tous les ans vous êtes à l'université d'été du même parti, dans nos données, vous allez être classifié proche de ce parti pendant toute la durée pendant laquelle on vous observe. Donc la première source en fait qu'on a utilisée, c'est les universités d'été. La deuxième, c'est les think tanks. Ça, c'est pas très compliqué d'établir une liste des think tanks et de savoir leur affiliation politique. Et donc, pour chacun de ces think tanks, ensuite, on a téléchargé déjà toute leur gouvernance, puis l'ensemble de la liste de leurs publications. Donc, on considère que si vous écrivez un article, un rapport pour l'IFRAP, ça vous marque sans doute plus à droite, alors que si vous en écrivez un pour la Fondation Copernic, ça vous marque sans doute plus à gauche. Voilà, c'est la deuxième source de données qu'on a utilisée. Puis ensuite, on a pris pour toutes les élections présidentielles la liste des tribunes de soutien aux candidats au premier tour. Le deuxième tour, c'est toujours compliqué. Donc à chaque fois, on a pris les listes de soutien des candidats au premier tour. Et ça nous a permis d'identifier 900 personnalités engagées politiquement, mais pas considérées par l'ARCOM comme politiques. Il se trouve que, par exemple, parmi ces personnalités, on avait Éric Zemmour, classé proche du Rassemblement National, puisqu'il avait participé aux journées d'été organisées par Marion Maréchal Le Pen. Donc voilà, en suivant notre classification, il serait rentré plus tôt que septembre 2021, octobre 2021 d'ailleurs, dans la liste des personnalités régulées en termes de temps de parole. Ensuite, il fallait qu'on classifie tous ces différents partis, parce que la beauté de la politique en France, c'est que même sur 2022, on a à peu près une 60aine de nuances politiques différentes. Et on voulait les classifier de gauche à droite, et on ne voulait pas rentrer dans des débats infinis avec Nicolas pour savoir si le PS était à gauche des Verts ou l'inverse. Donc on a décidé de se lier les mains fondamentalement, et on a pris Chapel Hill Expert Survey, qui est une enquête qui est faite au niveau européen, publiée
à intervalles réguliers, où ils vont classifier les différents mouvements politiques sur une échelle qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc nous, on s'est lié les mains avec cette classification et c'est ça qu'on a utilisé ensuite pour classer nos différents invités. Je vais aller vite parce que je suis déjà en retard. Ça, c'est juste en vision brute sur 2002-2020. Vous avez le temps de parole sur les différentes stations des différentes familles politiques en utilisant à la fois les politiques et puis les politiques plus largement définies comme on l'a vu. Donc on voit quand même qu'il y a des variations relativement fortes dans le temps, hein. Et ça, c'est en incluant toutes les parties où vous avez une régulation du temps de parole extrêmement forte, y compris les périodes électorales, avec des médias où vous avez moins de temps de parole pour la gauche, d'autres où il y en a davantage. On voit aussi une variation au niveau du temps de parole du centre, de la droite, de l'extrême droite. Et ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de comprendre finalement dans quelle mesure ça dépend des chaînes elles-mêmes ou des journalistes qui travaillent pour ces chaînes, ou dans quelle mesure ça dépend d'une demande qui est ensuite satisfaite par ces chaînes-là. Pour faire ça, en fait, ce qu'on va identifier, c'est ce modèle. Donc là, voilà, la seule chose que je veux souligner ici, c'est qu'on va vraiment utiliser le fait qu'on observe des chaînes de manière répétée dans le temps. Donc en fait, on peut isoler les caractéristiques de long terme des chaînes. Chaque période, on observe plusieurs chaînes. Donc ça, on fait ça avec des effets fixes chaînes. Chaque période, on observe plusieurs chaînes, ce qui va nous permettre d'isoler les caractéristiques d'une période donnée. Enfin, je veux dire, c'est pas la même vie politique en France, c'est le même paysage politique en France en 2002, en 2007, en 2012 ou en 2020. Donc ça, on va le faire avec les effets fixes temps. Donc on va pouvoir les définir soit par semestre, on pourrait le faire par jour, soit par semaine. Il faut quand même qu'on agrège un peu pour que ça ait du sens. Et puis ensuite, on va observer les journalistes de manière répétée au cours du temps. Et ça va nous permettre d'isoler l'effet propre finalement des journalistes par rapport aux caractéristiques d'une période donnée et puis aux caractéristiques d'une chaîne donnée. La première chose qu'on peut essayer de voir, c'est comment se situent les chaînes les unes par rapport aux autres. Donc, ce que je vous disais, il nous fallait bien un point de comparaison. Donc le point de comparaison qu'on a utilisé, c'est France 2. Mais c'est juste une manière de les ranker. En fait, on aurait pu prendre n'importe quel autre point de comparaison. La courbe aurait été absolument la même. Donc là, c'est la différence entre le pourcentage d'invités de gauche et le pourcentage d'invités de droite. Donc, plus vous êtes à gauche, finalement, plus vous êtes à gauche de France 2, et plus vous êtes à droite, de France 2, sur l'ensemble de la période 2002-2010. Donc voilà la classification qu'on obtient. Et ensuite, on va essayer de voir dans quelle mesure c'est dû aux chaînes elles-mêmes ou c'est dû aux journalistes. Donc juste la chose que je veux souligner ici, parce que souvent quand on dit qu'on va faire ça, on va exploiter le fait qu'il y ait pas mal de journalistes qui travaillent sur plusieurs chaînes et qui vont passer de l'une à l'autre. Parce qu'en fait, si on n'avait pas de variation, imaginons qu'on soit dans un contexte empirique, on a un seul journaliste sur nos 22 ans qui travaille pour 2 chaînes, en fait c'est lui qui va finalement venir biaiser absolument toute l'estimation. Il se trouve que là en fait on a juste représenté graphiquement les liens entre les différentes chaînes par nombre de journalistes qui sont sur ces différentes chaînes, et en fait on voit qu'on bouge beaucoup, les journalistes sur 22 ans ils bougent beaucoup d'un média à l'autre, d'une chaîne à l'autre, pendant une période ou d'une année sur l'autre. Donc on a quand même beaucoup de sources de variation qu'on peut utiliser ici. Et là, ce que je veux souligner, c'est la chose suivante. En fait, on va pouvoir étudier l'effet des journalistes, l'effet des chaînes sur le biais médiatique. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un effet explicatif de la chaîne qui augmente au cours du temps et qui a fortement augmenté au cours des dernières périodes, ce qui, d'après nous, reflète une baisse d'indépendance, ou potentiellement, oui, enfin, une baisse de liberté de déviation des journalistes par rapport à la ligne éditoriale d'un média. Je finis avec un dernier résultat sur les changements d'actionnariat. Et donc là, pour ça, on a utilisé, je vais le mentionner rapidement, l'acquisition, enfin la prise de contrôle par Vincent Bolloré de Vivendi, qui possédait en 2015 Canal, D8, C8, iTélé, CNews. Et en fait, c'est un des graphiques principaux que j'aime. Là, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a même pas un truc d'identification, il faut les hypothèses du modèle. Ça, c'est des moyennes de temps de parole. Donc, c'est vraiment des données les plus brutes possibles. On prend les données qu'on a, on regarde pour chaque chaîne, là je vous ai ploté année par année, le temps de parole moyen qui est consacré à l'extrême droite. On a pris toutes les chaînes qu'on avait, donc 14 télé, 8 radio, ça fait 22 chaînes. On a séparé les chaînes qui vont être, dont Vincent Bolloré va prendre le contrôle en 2014-2015 et les autres chaînes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les chaînes dont Vincent Bolloré fait l'acquisition et les autres suivaient une tendance exactement similaire avant.
Okay. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a davantage de temps de parole qui est consacré à l'extrême droite en moyenne. Là, je suis remontée à 2005 par rapport à 2015, mais ça reflète aussi leur progrès dans les urnes. Et donc aussi, d'ailleurs, les règles de pluralisme qui sont imposées. Et ce qu'on voit vraiment, c'est qu'à partir de 2015 et la prise de contrôle, vous allez avoir un écart qui va se créer. Ça, c'est les données brutes. Et après, l'effet, il est encore renforcé si vous introduisez des contrôles, etc. Et là, vraiment, c'est tout bête, quoi. Et cet écart, il est de l'ordre de 10 points de pourcentage en termes de temps de parole. Donc c'est quand même un écart qui est un écart relativement important. Et ce qu'on voit, c'est qu'il est vraiment lié à la prise de contrôle. C'est pas qu'on avait une espèce de séparation avant et que Vincent Bolloré va faire le choix d'acquérir des chaînes qui correspondent à ses propres préférences idéologiques. Okay. Et donc ensuite, ça par contre, on peut le mesurer de manière un tout petit peu plus technique, ce qu'on fait ici, où en plus de plotter juste les moyennes, bon, on va contrôler pour les caractéristiques de chaque émission. Est-ce que c'est une quotidienne, est-ce que c'est une hebdomadaire, le nombre de journalistes, le nombre d'invités, est-ce que c'est du sport, est-ce que c'est des news, est-ce que c'est du débat, etc. On va rajouter, on va contrôler pour les périodes électorales, les périodes non électorales, etc. Et en fait, on voit le même effet. Le fait que ce soit à 0 avant 2015, ça veut vraiment dire qu'il n'y avait pas de différence entre les chaînes Bolloré et les chaînes pas Bolloré avant 2015. Et qu'il y a une vraie déviation qui se fait à partir de 2015. Okay. Là, c'est si vous prenez les hommes politiques et ce que j'appelle les PNOPS, donc les personnalités politiques qui ne sont pas engagées. Là, c'est si vous prenez l'effet avec uniquement les politiques. Donc ça veut dire qu'en fait, l'effet que je vous montrais avant, et ça c'était important pour moi de vous montrer aussi ce graphique-là, il n'est pas lié à notre classification à nous, des intellectuels non mesurés par l'ARCOM comme des personnalités politiques, y compris sur les invités politiques définis au sens propre, on voit cet effet-là. Sachant que là, ensuite, on va beaucoup plus loin dans l'article, on fait des hypothèses, etc. Il y a des passages où on va pondérer les effets, notamment le temps de parole. On ne va pas prendre le temps de parole brut, on va prendre le temps de parole pondéré par tranche horaire. Par exemple, c'est pas pareil d'être à la télé à 8h du soir ou à 3h du matin. Et il se trouve que parmi les pratiques pour lesquelles CNews, d'ailleurs pas seulement, a été condamné par l'ARCOM, il y avait l'idée de diffuser la majorité d'ailleurs, comme la LFI, en boucle pendant la nuit, et pas à 8 ou 10 heures, mais là c'est simplement même l'effet brut, sans même pondérer par l'audience des différentes périodes. Et là, c'est si vous prenez uniquement les PNOPS, donc les intellectuels non officiellement classifiés comme politiques, là vous voyez que l'effet il est encore beaucoup plus conséquent. Je vous montre pas le détail de tout parce que j'ai pas le temps, mais un des trucs qu'on montre déjà dans l'article, c'est qu'une des conséquences de la prise en main de Vincent Bolloré de CNews, Canal+, et C8, c'est une diminution des programmes d'information, une augmentation des programmes de débat. Donc en fait, davantage de temps de parole consacré au PNOPS, et là on voit qu'il y a une augmentation de... Enfin, l'effet propre de Vincent Bolloré sur le temps de parole consacré aux personnalités non directement politiques sur CNews d'extrême droite, il est de 30 points de pourcentage. Par rapport à la moyenne de ce qui se fait sur les autres chaînes. Hein. Donc par rapport en plus à une tendance politique et à un paysage politique en évolution. Voilà, bah, j'ai conclu, non si j'ai fini. Donc ça c'est la dernière chose, ce graphe est horriblement compliqué, je pense qu'il va falloir qu'on le rende même plus joli. Mais quand il sera plus joli, ce qu'on pourra y voir, c'est qu'une partie de l'effet se fait par le départ de journalistes. Donc on voit les journalistes qui partent au moment du rachat. On voit d'ailleurs qu'il y a plus de journalistes qui partent au moment du rachat, parce que c'est pas très clair sur le graphe, mais ce qu'on montre, c'est quand vous avez des changements d'actionnariat au cours de la même période. Par exemple, vous avez un changement d'actionnariat à BFM et RMC, vous avez beaucoup moins de turnover de journalistes que lors de la prise de contrôle de Vivendi. Et après, on regarde les caractéristiques de ces journalistes, et on voit que ceux qui restent étaient ceux qui avaient déjà une propension plus forte à avoir des invités de droite et d'extrême droite, et ceux qui partent, c'est ceux qui étaient moins dans la ligne éditoriale du titre. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire du coup avec les données de l'INA, puis voilà, je crois que j'ai fini. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on enchaîne avec la deuxième présentation, on va faire la discussion. Alors, Benjamin Mounieri, que j'ai déjà introduit, elle a fait conférence en économie à l'Université Paris-Nanterre. Elle est fondateur de l'Observatoire, pardon, j'avais tous les noms exacts, de l'Observatoire des disparités dans la justice pénale et anime 2 webinaires autour des sujets qui ont été aujourd'hui. Voilà, je lui donne la parole. Bon, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Moi aussi je suis très content de présenter ici et je suis surpris d'apprendre que j'ai été donc un des premiers chercheurs à vous demander des données parce qu'elles sont très intéressantes. Des exports de données. Donc ici c'est une utilisation qui est beaucoup moins ambitieuse finalement des données de l'INA parce que au cœur du projet c'est l'étude du Parlement
Et je vais beaucoup parler des comportements des députés français en particulier. Et je suis ravi de voir que Benjamin Hogg est dans la salle. Et il a beaucoup contribué à la structuration des données qu'on utilise ici. Et les données de l'INA, les données médiatiques, elles viennent en plus, en supplément, on va dire, mais elles n'étaient pas au cœur du projet initialement. Et donc ça montre un peu que les économistes peuvent aussi s'intéresser à vos données, non pas comme sujet principal de recherche, l'analyse des médias, de leurs biais, etc., mais simplement comme des variables supplémentaires. Soit on cherche à comprendre les comportements ici des parlementaires, aussi bien à l'Assemblée nationale que sur les plateaux télé par exemple, mais aussi pour essayer de comprendre si des députés médiatiques versus moins médiatiques se comportent différemment en tant que législateurs. Donc c'était un peu ça l'approche. Donc je ne vais pas faire un speech de chercheur habituel en vous parlant de toute la motivation, les hypothèses, etc. On va passer sur pas mal de détails pour gagner du temps. Je vais simplement vous dire que donc, dans ce papier, ce qui nous intéresse, c'était d'essayer de comprendre quel a été l'effet de l'introduction en France de quelque chose d'assez spécifiques qu'on ne voit pas très souvent dans les pays. Ce sont des sanctions financières qui sont venues sanctionner, donc à partir de 2009, les députés qui étaient trop absents, les députés absentéistes, le mercredi matin. Parce que le mercredi matin à l'Assemblée nationale, c'est les réunions de commission permanente et c'est le temps fort du vrai travail législatif en commission, par rapport à des temps plus faibles, mais parfois plus médiatiques, comme les séances en hémicycle, qui sont objectivement moins productives sur le plan de la discussion des amendements notamment. Donc c'est pour ça que l'Assemblée nationale, à partir de 2009, a souhaité rendre obligatoire la présence des députés le mercredi matin spécifiquement. Ce qui est intéressant avec ces sanctions financières, c'est qu'elles, bien sûr c'est une sanction privée a priori, mais elles ont été rendu public ou en partie public. À nouveau, je remercie Benjamin et Regard Citoyen, donc l'association qui a beaucoup œuvré pour rendre un peu plus public toutes ces sanctions. Alors, on n'a pas une liste des sanctionnés effectifs, mais par contre, on sait qui était potentiellement sous le coup de sanctions parmi les 577 députés. Et donc, ce sont ces listes-là qu'on utilise dans le papier pour essayer de voir quel a été l'impact de ces sanctions, à la fois d'un point de vue privé et puis quand elles ont été rendues publiques, quand les députés ont été exposés dans certains médias, PQR ou presse nationale. Donc voilà grosso modo l'objectif de ce papier qu'on a mené, donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure je crois, avec Maxime Lebihan, donc, qui était doctorant dans le même labo que moi à l'époque. Donc ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est la dernière question tout en bas. Est-ce que ces sanctions, donc publiques et privées, ont affecté le comportement des parlementaires et si oui, dans quel sens? Est-ce que ça a eu les effets attendus ou des effets potentiellement pervers, inattendus? Et est-ce que ça a aussi impacté leur présence dans les médias, donc essentiellement sur les plateaux télé et puis dans les émissions de radio, puisque ce sont ces données auxquelles j'ai eu accès grâce aux équipes de l'INA. On n'a pas pu creuser, on n'a pas spécialement cherché à creuser à l'époque la question, la dernière que je mets, à savoir est-ce que ces sanctions médiatiques, elles ont attiré l'intérêt vraiment des médias justement, des journalistes, à quel point il y a eu une couverture médiatique importante sur ces sujets-là, soit au niveau national, soit dans la presse quotidienne régionale. Je ne sais pas si avec les données de l'INA, on pourrait totalement investiguer ce sujet, mais ça aurait pu être quelque chose qu'on essaie de faire en tout cas. Donc je vais rapidement vous expliquer un peu donc, comment fonctionne l'Assemblée. En tout cas, donc, les réunions qu'on étudie ici, ce sont typiquement ce genre de réunions, des réunions de commission permanente qui se tiennent pour beaucoup le mercredi matin, mais pas que. Il peut y avoir des réunions le mercredi après-midi, le mardi, etc. Donc il y a 8 commissions permanentes et tous les députés sont assignés à une de ces 8 commissions de manière représentative en fonction du poids politique de chaque groupe. Et donc, la présence à ces réunions qui sont supposées être le temps fort vraiment d'un parlementaire dans sa semaine, elle était particulièrement faible, alors même qu'elle était déjà censée être obligatoire dans les textes. Mais il n'y avait pas de sanctions associées. Et donc, ce qui va changer en 2009 à l'occasion d'une réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui fait suite à une réforme de la Constitution en 2008, c'est le fait que est introduit ou est révisé plutôt l'article 42 de
du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui nous précise toujours, donc premier alinéa, que la présence des commissaires, autrement dit des députés, est obligatoire à ces réunions, mais vous voyez maintenant que alinéa 3, que au-delà de 2 absences mensuelles, le mercredi matin, à la 3e absence ou 4e absence, un député pourra être sanctionné par une retenue, si vous lisez ça, une retenue de 25% sur le montant mensuel de son indemnité de fonction. L'indemnité de fonction étant une seule partie, c'est à peu près 1 500 €, c'est une partie de l'indemnité totale d'un député. Donc ça représente à peu près 350 € de retenue potentielle sur le salaire en cas d'absence répétée et non justifiée. Vous voyez qu'il peut y avoir des justifications. Et puis il y a aussi un groupe qui servira pour nous de groupe de contrôle en tant qu'économiste ou statisticien. Ce sont des députés qui n'étaient pas concernés par ces sanctions, donc notamment les membres du bureau, les députés de l'outre-mer et quelques autres. On a aussi un autre groupe de contrôle. Au même moment, il y a les sénateurs qui sont en activité aussi et qui ne sont pas concernés évidemment par cette réforme-là, ce qui est un autre groupe de contrôle intéressant pour nous. Donc dans ce papier, on utilise beaucoup de données qui viennent essentiellement du site nosdéputés.fr. Donc il y a une émanation, une production de l'association Regard Citoyen dont je parlais tout à l'heure. On se concentre donc sur le mandat, la législature 2007-2009, puisque je parle d'une introduction en octobre 2009, donc à mi-mandat grosso modo, de ces sanctions en France. On complète ça par des données évidemment sur les caractéristiques de chaque député, des données bien sûr sur tout un tas d'aspects de la production parlementaire de chaque député. Donc l'un député, il va pouvoir amender, proposer des amendements, il va prendre la parole pour les défendre, il va prendre la parole pour défendre la position de son groupe. Bref, il y a tout un tas il y a bien sûr les propositions de loi, les questions orales aussi, etc. Donc on essaie de tenir compte de tous ces aspects du comportement, de la production d'un parlementaire. Mais la critique un peu permanente dans cette littérature, c'est oui, mais un député, ça n'est pas que ça n'est pas qu'un parlementaire qui produit de la loi ou qui amende des textes, il est aussi élu local, il représente une circonscription, il participe au débat public, il influence le débat public, les idées, etc. Et donc on manquait un peu de données. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers l'INA, c'est pour essayer de quantifier cette autre partie du métier d'homme politique et ici de député, à savoir sa participation dans le débat public. Donc on a obtenu grâce à vous donc, des données sur les apparitions médiatiques télé et radio de tous les députés. Il y a à peu près 600 députés en France sur chaque mandature. On a aussi des données donc, sur la PQR, et donc les ventes concrètement, les ventes de PQR, de presse quotidienne régionale, et ça c'est des données de la CPM par département. À l'époque, si on refaisait ce papier maintenant, on pourrait bien sûr aussi compléter tout ça avec des données Twitter, parce que l'immense majorité des députés sont actifs et assez actifs sur Twitter. Donc voilà concrètement ce qu'on a cherché à collecter comme données sur l'INA. Donc ça à gauche c'est une capture d'écran et j'ai vu que ça n'avait pas changé depuis l'époque. Je m'en plains pas parce que ça marchait bien, entre guillemets, ça m'a permis de moi mieux comprendre les données qui étaient sous-jacentes et ce que je pouvais moi en faire en tant que chercheur. Donc je sais pas si sa vocation a changé, mais en tout cas moi ça m'a bien plu puisque je pouvais choisir donc éventuellement le type de médias concernés, donc ce qui m'intéressait surtout c'était télé et radio, et puis parmi les critères de sélection, donc évidemment j'ai rentré le nom de député, et puis on pouvait creuser un petit peu, savoir si la personne apparaissait au générique ou seulement dans la description ou ce genre de choses, des choses qui étaient un peu abstraites pour moi, mais en échangeant avec l'équipe de l'INA, j'ai pu comprendre vraiment quel était mon besoin. L'idée pour nous, c'était à la fin d'obtenir une base de données, donc comme celle qui apparaît à droite et qui concerne François Baroin, avec le nombre d'apparitions médiatiques, télé ou radio, de chaque député, idéalement chaque mois, et c'est ce qu'on peut faire, on peut même aller au jour, et en distinguant si possible les apparitions clairement volontaires, donc moi ce que j'appelle des interviews, même si c'est peut-être pas que ça, et puis des apparitions qui sont peut-être un peu moins volontaires, typiquement quand un député passe sur LCP, peut-être qu'il apparaît dans la description, mais c'est juste que LCP retransmet un discours à l'Assemblée ou je ne sais quoi du député, mais il n'a pas fait une démarche un peu active d'aller sur un plateau ou de répondre à des journalistes.
Donc nous, on voulait pouvoir potentiellement distinguer ces deux aspects-là, et il me semble que les données INA permettent de le faire assez bien. Et donc concrètement, ce sont ce type de bases de données à la fin qu'on exploite. Et donc sur les données ACPM, là, on avait simplement le taux finalement de lecture ou le taux de vente par département de la PQR et PHR, presse hebdomadaire aussi, rapporté au nombre d'habitants de chaque département, ce qui nous permettait de voir si typiquement ces sanctions, une fois qu'elles étaient devenues publiques, une fois qu'elles avaient été médiatisées, on observait bien plus d'impact dans des régions où il y a une forte, la PQR est fortement lue versus des départements où celle-ci est moins lue. Ce qu'on n'a pas pu faire, et je me demande à nouveau si les données INA le permettent ou si d'autres sources le permettent, comme moi je connais Europress, mais il y en a d'autres, si on pourrait aussi étudier vraiment spécifiquement justement la couverture médiatique des sanctions, spécifiquement, retrouver quand est-ce qu'un média local ou national a parlé de tel député en associant le mot sanction ou retenue financière, et si oui, ça serait une bien meilleure manière en fait de quantifier l'impact de ce qu'on veut évaluer. Donc là, pour l'instant, il y a un peu des erreurs de mesure finalement sur cette variable-là. Donc ça, c'est simplement les variables descriptives sur l'activité des députés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc la principale variable qui nous intéressait, nous, c'est le nombre, ça c'est par député et par mois, le nombre moyen de présence le mercredi matin ici, 1.15 à ces réunions de commission permanente du mercredi matin, et puis il y a d'autres réunions évidemment d'autres jours. Et puis parmi les autres variables donc, qui nous intéressent plus ici, j'ai l'information sur est-ce que le député I pendant le mois T s'est rendu, enfin a donné une interview ou bien apparaît au moins une fois dans, je crois, le générique d'une émission télé ou radio le mois donné. Donc voilà les proportions qu'on obtient, 30% ou 40%. Et je vais passer les détails sur les autres variables. Et donc ici, on a le résultat un peu brut et un des résultats principaux du papier. Donc à nouveau, ce sont simplement des moyennes, hein, comme les graphes de tout à l'heure, où on montre simplement chaque point, c'est la moyenne des députés. Il y a des points noirs et des points gris, parce qu'il y a deux groupes. Ceux qui étaient éligibles à ces sanctions, la plupart des députés étaient éligibles. Et certains, comme je vous ai dit, à peu près 5% des députés n'étaient pas concernés par ces sanctions. Et donc, ce qui nous intéresse, on peut déjà constater qu'avant l'introduction des sanctions, il y avait des différences, mais qui peuvent en bonne partie s'expliquer. Les députés qui font partie du bureau, ils ont tout un tas de responsabilités un peu administratives, on va dire, qui font qu'ils sont moins présents dans le travail vraiment purement législatif. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la cassure qui se produit à partir du mois de mai ou du mois d'octobre, selon comment on calcule, bref, à partir du moment où est introduite vraiment cette sanction qui ne concerne que les députés en noir et pas les députés en gris. Et donc c'est cette cassure importante qu'on quantifie après avec des régressions économétriques, mais à nouveau les détails techniques ne sont pas très importants, et qui nous permettent de quantifier l'impact qu'a eu l'introduction de ces sanctions financières. Et ensuite on va regarder quel a été l'impact de la médiatisation de ces sanctions sous l'action de Regard Citoyen, qui a été le premier et je crois le seul à vraiment s'intéresser à cette question. Et après, leurs travaux ont été repris par des médias. Je me souviens d'un reportage de France 2 qui avait cité vos chiffres notamment, mais il n'y a pas eu que France 2 bien sûr. Donc ça, c'est la première expérience un peu naturelle qu'on exploite, le fait qu'il y a une date donnée, il y a des sanctions qui sont introduites et qui ne concernent qu'une partie des députés et pas une autre partie. La deuxième expérience un peu qu'on exploite, c'est le fait qu'il y a eu des excuses, enfin des motifs d'excuses qui ont permis d'éviter les sanctions. Donc ça, je ne vais pas spécialement en parler par manque de temps. Et puis la dernière expérience, finalement, c'est le fait que la médiatisation de ces sanctions, de ces députés a priori sanctionnés ou potentiellement sanctionnés par l'Assemblée nationale, elle s'est produite à certains moments dans le temps. Et donc c'est in fine, c'est juste après la publication par Regard Citoyen, justement, des listes des députés qui étaient potentiellement sanctionnés. Donc ils ont fait ça à peu près 6 mois après l'introduction des premières sanctions. Donc vous voyez un pic, notamment ici, là, sur la couverture médiatique, donc à partir de janvier 2010
des médias qui citent le travail de Regard Citoyen qui vient de publier des premiers noms de députés potentiellement sanctionnés. Et puis, concrètement, chaque année ou presque, hein, ils ont fait la même chose. En tout cas, il y a deux autres moments où ils ont publié des listes d'ailleurs beaucoup plus longues de députés potentiellement sanctionnés. J'ai plus en tête les chiffres, mais il y avait, je crois, sur la troisième liste, plus de 100 députés, il me semble, qui étaient, je crois, qui étaient potentiellement sanctionnables. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques et je vais simplement vous montrer. Donc ça, c'est le résultat principal. Ça, c'est l'effet donc de l'introduction des sanctions chez les députés éligibles aux sanctions par rapport aux autres sur les présences en commission, donc sur toute la semaine, 0,32 présences en plus par semaine, ce qui n'est pas rien par rapport au niveau moyen de présence. Et si on se concentre sur le mercredi matin spécifiquement, vous voyez que c'est là que l'effet est le plus grand. On n'observe pas d'effet le mercredi après-midi, alors qu'il y a pourtant pas mal de réunions. Et on observe seulement un effet donc le mercredi matin et la veille, le mardi. Mais on peut imaginer que les députés ont été incités à plus venir en début de semaine à l'Assemblée jusqu'au mercredi matin et pas d'effet sur ce qui se passe la fin de la semaine, ce qui correspond souvent au fait qu'ils rentrent dans leur circo le jeudi ou le vendredi. Et donc concernant les données, vous voyez, médiatiques, elles apparaissent ici. En fait, il y a deux colonnes, mais c'est deux colonnes parmi beaucoup d'autres, puisque nous, notre cœur, le cœur de notre analyse, c'était l'activité parlementaire. Et sur l'activité médiatique, vous voyez, notamment quand on prend le nombre d'interviews dans les médias, on voit aussi un coefficient positif significatif, ce qui veut dire qu'en moyenne, les députés qui étaient potentiellement soumis à ces sanctions, par rapport aux autres, ont plus participé à des émissions sous forme d'interview. Ok, donc voilà pour un résumé général. Donc dans le papier, on discute aussi d'essayer de voir s'il y a eu ce qu'on appelle du shirking ou bien du gaming, à savoir essayer de jouer avec les règles, contourner les règles, pour ne pas être sanctionné sans spécialement venir plus ou juste venir signer la feuille par exemple et puis s'en aller, ce qui a été montré pour certains cas. Bon, on trouve assez peu d'évidence quantitative, on va dire, assez peu de preuves quantitatives solides sur ce genre de comportement. Mais donc, ce qui nous intéresse dans la deuxième partie du papier, c'est quel a été l'effet vraiment des sanctions privées et puis surtout de leur exposition publique, médiatique. Donc, exposed, c'est une variable binaire qui vaut 1 à partir du moment où un député a son nom qui est apparu sur le site de Regard Citoyen et donc qui a été potentiellement repris par la presse nationale ou locale, le plus souvent locale en fait, comme étant un député sanctionnable. On ne sait pas s'il a été effectivement sanctionné, s'il y a eu effectivement une retenue sur salaire. Bernard Accoyer n'a jamais accepté de publier ses listes, et d'ailleurs ses successeurs non plus, à ma connaissance. Mais en tout cas, on voit ici, donc avec ces dernières lignes de coefficients, finalement, qu'en plus de l'éligibilité aux sanctions, qui est le coefficient tout en haut, le fait que son nom apparaisse potentiellement dans les médias, notamment dans les médias locaux, ça peut avoir un effet, ici ça a eu un effet significatif, sur la présence future dans les réunions de commissions permanentes à nouveau, et sur d'autres indicateurs d'activité parlementaire aussi, mais ici pas sur les médias, comme vous voyez avec ces deux coefficients-là. Ok, donc je crois pouvoir arrêter. Il y a un dernier point, oui, ça j'avais oublié, mais donc c'est le fait que on peut étudier l'activité médiatique comme une variable à expliquer. On cherche à comprendre l'intensité des apparitions médiatiques, ou bien comme une sorte de variable ce qu'on appelle une variable de médiation, c'est-à-dire on va essayer de voir si ces sanctions-là ont eu des effets différents chez les députés qui étaient assez médiatiques versus peu médiatiques. Donc là, on prend les données avant les sanctions, et donc ça nous amène à deux groupes qu'on peut facilement distinguer, ceux qui sont au-dessus de la médiane en termes de présence avant les sanctions, et ceux qui sont plutôt en dessous de la médiane, qui étaient plutôt peu médiatiques. Ça nous permet de voir si les réactions étaient différentes. On s'attendait à ce qu'elles soient d'ailleurs assez différentes entre un député médiatique, on sait qu'on va parler de lui, quoi. S'il y a un problème avec son comportement, on va en parler. Pour autant, on ne voit pas de différence très nette dans les résultats. Si vous regardez donc les deux dernières colonnes, il n'y a pas de réponse très différente entre ces deux types de députés.
que ce soit sur l'éligibilité aux sanctions ou ensuite sur la médiatisation, la publicisation potentielle des sanctions. Voilà, donc ça c'est la conclusion, mais je vous ai dit l'essentiel, donc je vais m'arrêter là. Je propose à Julia des réagents d'examen là-bas. Comme ça, on ouvre le débat sur les deux. Qui est à distance, vous pouvez ou écrire directement votre question ou voilà, vous levez la main ou vous écrivez question dans le chat. Et je propose à Jean qui va ouvrir les dames. Pour ouvrir la discussion, ce sera surtout intéressant de discuter avec la salle. J'avais envie de poser des questions sur l'aspect un peu expérimental des choses par rapport au contexte du lab pour lequel on est là aujourd'hui. Mais avant ça, j'avais envie de poser une question de compréhension à Julia sur la notion de biais. Parce que moi, je ne suis pas toujours très à l'aise avec cette notion-là. Alors, tu l'as dit un peu en introduction, tu as parlé de biais, tu as parlé d'erreurs aussi. Et moi, naïvement, j'aurais pensé qu'on cherchait à mesurer plutôt la tendance politique de tel ou tel média. Pour moi, l'erreur, c'était un peu une erreur du dispositif de mesure des données, du capteur ou de l'algo de reconnaissance de visage. La tendance aurait été le phénomène qu'on cherche à étudier, et le biais, une caractéristique des données qui n'est pas une erreur, mais qui induit une erreur dans l'interprétation. Et donc, on pourrait presque dire que, voilà, quand on expose ça, on dit j'ai pas observé de biais, j'observe pas de biais. On dit ok, tant mieux, c'est super, on a super bien mesuré. Par contre, si on dit j'observe pas de tendance, on dit là il y a un loup, quoi. Non, en fait, là, il y a deux sens au mot biais. C'est vrai que du coup, j'utilisais les deux, mais de manière différente. Il y a le biais statistique, en fait, ce que tu viens de dire, le fait qu'on va avoir une moyenne, mais justement, en fait, il faut qu'on considère aussi l'écart type, parce qu'on peut avoir du bruit dans les données. Il y a, c'est peut-être du franglais. On a toujours du mal à traduire en anglais quand on dit, je sais pas, Fox News est de droite. Le mot pour utiliser ça, c'est media bias ou media slant. Et du coup, souvent, quand on le traduit en français, slant, déjà, ça n'existe pas, et on traduit bias par biais. Mais alors, c'est vrai que si vous avez une idée du bon mot français, ça serait... c'est l'orientation politique. Oui. Voilà. En fait, je pense que le mot correct en français, ça serait orientation politique. Mais comme biais existe en français, qu'on dit media bias en anglais. Mais du coup, j'avais pas fait attention que comme en même temps, je parlais de biais statistiques, ça venait introduire des confusions dans l'ensemble. Et puis, alors, Claude a parlé aussi d'enjeux épistémologiques, mais ça, peut-être que c'est plus la salle. Mais sur les enjeux du lab, finalement, avec vous deux, on a un peu les deux extrêmes en termes d'usager du lab, un peu avec le degré zéro du lab avec Benjamin, où on a fourni des données, et puis un peu d'accompagnement méthodologique. Et puis Julia, on a une sorte de lab premium quand même, on peut dire, avec un vrai partenariat. Avec des co-auteurs à l'INA. Donc c'est un partenariat scientifique et technique. Et ma question, en miroir, pour les deux, aurait été, Benjamin, qu'est-ce que le lab pourrait vous apporter? Vous avez dit plusieurs fois, je ne sais pas si les données de l'INA permettraient d'étudier tel ou tel phénomène. Donc si on voulait le faire, quel outil du lab, quel méthodo, quel accompagnement pourrait vous permettre de le faire? Et pour Julia, dans tes expérimentations, dans ton expérience plutôt du travail avec l'INA, qu'est-ce qui aurait vocation à être intégré au lab, qui pourrait servir à d'autres chercheurs qui auraient un accompagnement plus caractéristique du lab tel qu'on l'imagine? Moi, en tant qu'usager un peu extérieur, les médias, c'est pas ma thématique de recherche principale. Je travaille sur les parlementaires et sur le champ pénal, la justice pénale. L'intérêt pour moi de l'INA, c'est de pouvoir récolter de l'information un peu complémentaire à mon sujet de recherche principal pour voir comment, notamment, comment la médiatisation de certains sujets va pouvoir être une variable explicative ou variable de modération dans des évaluations, des estimations qui n'ont rien à voir avec les médias en soi. Quand on travaille sur les députés, sur les hommes politiques,
la question des médias, elle est importante, elle n'est pas toujours totalement centrale, mais c'est quand même souvent une variable importante pour comprendre comment ils réagissent aux incitations électorales ou autres, ou financières comme ici. Mais du coup, je pense que je suis dans un cas qui peut concerner beaucoup de chercheurs sans qu'ils le sachent vraiment, à savoir que je pense que vos offres à l'INA vont induire, ou devraient ou peuvent induire de la demande de la part des chercheurs, alors qu'il y en a plein qui, comme moi, ne travaillent pas spécifiquement sur les médias, mais en réalité pourraient vraiment bénéficier de vos données comme données un peu complémentaires qui expliquent des mécanismes, qui expliquent pourquoi des choses se produisent. Parfois, une explication, c'est la couverture médiatique, par exemple. Et donc, je pense, même si je suis ça pour l'instant d'assez loin, mais que vos efforts là récents, justement, pour essayer d'aller vers les chercheurs avec le lab, ça peut vraiment porter ses fruits. En tout cas, j'espère que des chercheurs qui ne sont pas spécialistes de cet enjeu-là vont s'intéresser à vos données, parce que il y a plein de choses à faire sur, a priori, quasiment tous les sujets de recherche, en fait. Non, moi c'est plus compliqué, mais c'est pas un service qui a été rendu. On prend le papier que j'ai présenté aujourd'hui, on a codéfini le sujet de recherche ensemble avec Nicolas. D'abord le projet de thèse, ensuite on a choisi ensemble le doctorant, et ensuite on a fait la recherche ensemble. En fait, de l'étape A à l'étape Z, on a tout codéfini. Et pour nos précédents travaux, la codéfinition du sujet, pour le coup, il y avait un vrai travail d'informaticien en plus, c'est-à-dire de coder des algorithmes, etc. Et ça, je vois pas, pour moi, c'est... Pour le coup, l'avantage de l'INA, du lab, enfin, l'INA département de recherche, c'est vraiment cette idée d'avoir des chercheurs en informatique qui savent parler aux chercheurs en sciences sociales et qui sont prêts à faire de la collaboration. Mais ça ne peut pas être vu comme une fonction de service ou une fonction de support. Je veux dire, je pense qu'il n'y aurait pas la même richesse s'il n'y avait pas une espèce de double compréhension. Donc voilà, moi je pense que la recherche, justement, c'est d'avoir des informaticiens qui savent parler les sciences sociales, ou en tout cas qui ne sont pas complètement... Voilà, et ça, c'est tout l'enjeu de ça, mais du coup, je ne vois pas ça comme une espèce de dimension qui pourrait être rajoutée avec un traitement ultra premium du sujet. C'est plus le fait de favoriser les recherches pluridisciplinaires. Je pense que c'est vraiment les continuums que les laboratoires cherchent à créer. Je voulais juste réagir sur, je pense qu'avec ce qui s'est passé hier avec le passage de l'offre de l'API utilitaire à seulement payant, c'est plutôt instructif sur l'intérêt qui vient des l'INA et d'autres. Bon, je propose d'ouvrir. Il y a des questions dans la salle. Merci. Arnaud Escalet, directeur de recherche. J'avais une question pour Juliette Agier. Je me demandais, au fond, vous avez pris France 2 comme. Mais les médias publics, ils peuvent, même s'ils ont le même actionnaire que l'État, ils peuvent avoir des changements de président ou de présidence. Et par ailleurs, la question que je me posais, c'est est-ce que les changements de présidence de la République ou les changements de majorité au Parlement ont un impact en fait, sur la circulation des journalistes et sur les invités à l'intérieur des émissions. Et est-ce qu'on peut mettre ça au regard, en quelque sorte, de l'effet de changement d'actionnaire? Alors, c'est très intéressant. Il y a un effet presque mécanique qui est dû, on va dire, aux 30% du temps de parole qui est régulé par les lois sur le pluralisme de l'ARCOM. Donc, vous avez un changement de majorité, il faut 30% du temps de parole pour la majorité et ses représentants, et ensuite il y a une division entre les différents partis politiques selon leur représentation à l'Assemblée. Donc, on a déjà ça, mais cet effet-là, nous, on essaie de le corriger. C'est-à-dire que ça s'impose concrètement à toutes les chaînes, donc on essaie de l'absorber. Soit on l'absorbe avec les contrôles temporaires, soit en fait on peut même enlever ce temps de parole, on va dire légal, et puis avoir le temps de parole brute. On voulait en fait à un moment donné, c'est sans doute quelque chose d'ailleurs qu'on fera, on voulait regarder les changements de majorité, notamment les changements de majorité. Et ensuite les changements de président de l'audiovisuel comme des chocs actionnariales. C'est quelque chose qu'on va pouvoir faire assez facilement. On s'y est pas intéressé parce qu'en fait il y en a plusieurs au cours de la période.
ce qui pose différents problèmes par rapport aux différents groupes de contrôle, notamment parce que vous avez un début de période et qu'on a quand même des chaînes qui rentrent au milieu de la période. Après, il y a tous les changements avec RMC, BFM, etc. Il se trouve que 2015 et la prise de contrôle de Vivendi par Bolloré, c'est assez propre, entre guillemets, comme choc, parce que c'est une période relativement calme pour le paysage politique comme audiovisuel autour de la prise de contrôle. Mais on pourra faire exactement la même chose. En fait, il y a un très bon article de recherche par Brian Knight et Ruben Durante, qui remonte un peu, mais qui regardait les médias de Berlusconi en Italie. Alors, à la fois les médias privés, Mediaset de Berlusconi, et la télé publique quand Berlusconi est au pouvoir. Mais sachant que pour le coup, c'est pas du tout les mêmes règles d'indépendance. Je dis pas que l'audiovisuel public français est parfaitement indépendant, mais beaucoup plus qu'en Italie, où clairement en Italie, à chaque fois que vous avez un changement de majorité politique, c'est le fonctionnement même de leur gouvernance de l'audiovisuel public, vous avez un changement à la tête de l'audiovisuel public. Donc en fait, il comparait finalement les différents temps de parole politique, alors en se concentrant uniquement pour le coup sur les hommes politiques, de Mediaset, donc, qui est possédé uniformément par Berlusconi, et de la télé publique en fonction ou non que Berlusconi soit au pouvoir. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et non, ça fait partie des dimensions qu'on pourra regarder, qu'on pourra prendre en compte. Après, France 2, je l'ai mis là, quand vous faites une étude avec des effets fixes ou des effets fixes chaînes, il faut avoir un point de comparaison, il faut en faire sauter une. J'aurais pu faire sauter n'importe lesquelles, la classification de toutes aurait été la même. Juste la ligne, par contre, qui va définir le point 0 par rapport auquel vous mettez les gens à gauche ou à droite, ben ça va changer. L'autre truc, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'on fait, mais pour étudier, isoler l'impact des journalistes, on a autorisé, par sous-période de 3 ans, l'effet fixe des chaînes à varier dans le temps. Donc en fait, on a donné cette possibilité-là. Donc on ne fait pas l'hypothèse dans le papier empiriquement, on a mis plus de flexibilité empirique que le biais de, justement, France 2 va être le même de 2000 à 2022. On ne fait pas cette hypothèse-là, on redécoupe en fait par sous-période de 3 ans pour prendre en compte l'évolution des lignes éditoriales et potentiellement les changements d'actionnariat des médias qui sont dans notre groupe de contrôle. Oui, c'est une question de Julien. Sur ton expérience en fait des données de l'INA et parce que je me pose une question un petit peu technique, mais dans quelle mesure les données du coup, nominatives sur les intervenants dans les missions et autres sont propres entre guillemets? Est-ce qu'on a en fait des individus rattachés à chaque document, ou est-ce que c'est des noms? Et ensuite, du coup, il y a eu un gros travail de nettoyage pour arriver à dédoublonner ou ce genre de choses. C'est compliqué comme question. Et non, mais en fait, non, quand même dans l'ensemble, c'est plutôt propre, et notamment à partir du moment où un invité apparaît plus d'un certain nombre de fois, il va avoir un identifiant unique et on va avoir une documentation sur sa profession, etc. Et en gros, si vous regardez les données sur les 300 000 invités qu'on a sur la période, la courbe de la distribution est quand même très concentrée sur des invités qui apparaissent très souvent. Le problème vraiment, c'est sur les invités qui apparaissent pas souvent, qui sont là genre qu'une fois, qui sont du coup beaucoup moins bien documentés, où là on va avoir plus de difficultés. Mais la difficulté pour nous, c'est surtout qu'on voulait le lier avec d'autres bases de données qui sont pas non plus forcément toutes propres, genre les bases d'élus, etc. Et puis après, on a vraiment le problème de Philippe Martin, quoi. C'est-à-dire que celui-là, il revient de façon récurrente. Et puis ensuite, il y a des petits problèmes de notice, mais je veux dire, quand on utilise 6 millions d'émissions, on peut pas s'attendre à ce que tout soit parfait, donc parfois il y a des décalages dans les heures. Puis l'autre truc qui est un peu compliqué, c'est que c'est pas les mêmes exactement sources qu'on utilisait aussi, parce qu'on a fait des extractions plusieurs fois, parce qu'on avait des idées différentes. En fait, on a fait quand même des extractions différentes fois, donc il fallait les remerger entre eux. Vous avez des sources qui va documenter en sous-segmentant chacune des émissions, d'autres qui ont une vision plus globale, et parfois il y a des questions de définition d'ID. Mais en gros, franchement, je pense que vu la masse de données qu'on a utilisées, dans l'ensemble, c'était quand même assez user-friendly pour le chercheur. Ceci dit, peut-être que Nicolas, qui a fait beaucoup les extractions, ne dira pas la même chose, parce que il m'a donné des données propres, en fait, voilà. Alors, j'ai le statut particulier que je suis à l'INA, mais je ne m'occupe pas des données documentaires, et donc j'ai été un peu comme un client, mais interne. Le gros avantage, alors, la grosse difficulté, c'est que on travaille sur une période longue, il y a des variations, et il y a des variations qui sont aussi dues à des changements dans des pratiques documentaires, dans des données externes, etc. Et que je dirais que le gros point positif, et alors c'est d'autant plus facile quand on est présent physiquement à l'INA, c'est que l'échange avec
des équipes de documentalistes, parce qu'il y a des fois, certains trucs tout bêtes au début, hein, quand on a commencé, ah mais là il y a un truc qui se passe, regarde, il y a un truc qui change, c'est génial, on a trouvé quelque chose. Ah oui mais non, mais telle chaîne, il y a eu un changement dans la pratique documentaire, etc. Et donc, les données brutes, c'est une chose, c'est vraiment fondamental, mais l'accompagnement dans pourquoi il y a ces données, et notamment pour des périodes longues, parce que selon les types d'études, on est moins exposé à ce type de variabilité, mais en revanche, l'accompagnement dans la constitution des corpus et l'explication de la pratique documentaire, les choix qui ont été faits, qui conduisent à ce que ces données soient produites et soient disponibles pour le chercheur, c'est aussi important pour essayer au maximum de corriger les biais, pour le coup statistiques, qui en fait seraient inhérents à la manière dont les données ont été créées. Et ça, cet échange-là, c'est justement un des avantages, et je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se passe différemment au lab, c'est que c'est pas juste un guichet, j'appuie sur un bouton, j'ai des données, je parle à personne, etc. C'est pas une API, il y a des gens, on leur parle et on peut échanger justement, et jusqu'à avoir des échanges avec des documentalistes, des personnes qui savent comment ces trucs-là ont été créés. Oui, de l'intérêt d'un lab. D'où l'intérêt pour avoir de l'argent. Et d'ailleurs, Jean, pour répondre à ta question tout à l'heure sur le lab, il y a un truc qui a changé au cours des dernières années, je pense que ce serait bien, c'était mieux avant, c'est que vous avez arrêté de documenter un certain nombre de chaînes avec des documentaristes qui n'ont pas été... Et alors ça, c'est dommage, parce que du coup, comme ils sont plus documentés, on peut plus les étudier. Et donc, non mais c'est une énorme perte de connaissances, et pour le coup, enfin, je veux dire, on fait avec Nicolas, enfin Nicolas surtout fait de la transcription, etc. pour essayer. Et en gros, ce qu'on va pouvoir faire automatiquement, enfin, peut-être qu'un jour avec la version 25 de ChatGPT, tout fera tout très intelligemment en segmentant tout, mais les trucs qui ne sont pas documentés là maintenant, on n'arrive pas à faire l'équivalent, quoi. C'est une espèce de perte de connaissances quand même pour la communauté en sciences sociales qui me paraît assez importante. J'ai une petite question, un peu de méthode, un peu mouche du coche peut-être. Pour la classification des personnalités qui ne sont pas des personnalités politiques, donc sur un curseur à 2 dimensions, droite à gauche, est-ce que vous avez envisagé de croiser plutôt à 3 dimensions en fonction des thématiques qui sont abordées? On voudrait le faire après, mais le truc c'est qu'on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas regardé ce que les invités disent. Voilà, on a été bête et méchant, on a juste... Après, et c'est pour ça qu'il y a tout un investissement aujourd'hui qui est fait notamment par Nicolas dans la transcription, c'est aussi de pouvoir regarder le contenu de ce que les gens disent. Sauf qu'en fait, c'est pas si compliqué, c'est pas si facile de passer de l'oral à la transcription, notamment pour savoir qui parle à un moment donné. Donc voilà, il y a d'autres défis qu'on n'a pas encore entièrement résolus. Et la transcription, elle concerne l'ensemble des émissions? Non, un échantillon. Il y a des outils de transcription, il y a des choses, Pierre, alors, il n'a pas prévu de parler de ça, mais ça fait partie de son travail. Il commence à y avoir des émissions qui sont transcrites systématiquement. Il y a différents outils de transcription avec différents niveaux de qualité, mais différents volumes de transcription possibles. Donc, il y a des choses qui sont disponibles dans le lab pour les chercheurs, il y a des choses qui sont déjà transcrites. Pour en parler, mais il y a la possibilité dans l'accompagnement du lab d'avoir à façon de la transcription de certains corpus d'intérêt. Et après, il y a de la donnée brute de transcription pour laquelle il y a toute la batterie d'outils de textométrie, de modélisation, de classification, enfin, tout ce qu'on peut faire sur de l'analyse de texte qui peut être disponible. Julia mentionnait de savoir qui parle. Ça fait partie des travaux qui sont en cours. Des travaux qui sont en cours côté recherche informatique, côté industrialisation avec un certain nombre de choses qui existent ailleurs qu'à l'INA, typiquement qui sont développées par d'autres laboratoires de recherche, qu'ils soient des startups ou des labos académiques. Donc il commence à y avoir tout un outillage qui existe, qui commence à rentrer au fur et à mesure en production à l'INA, ou si ce n'est pas encore en production, utiliser nous à la recherche ou potentiellement à disposition des chercheurs via le lab. Et le lab va notamment permettre de pouvoir faire tourner ce type d'algorithmes qui ne sont pas encore trucs ultra standards à l'INA, tous les fonds sont traités comme ça, etc. Mais qui seront disponibles pour certains corpus. Modulo des questions de volumétrie. Le gros enjeu sur la transcription, c'est que là, très clairement, les 14 plus 8 chaînes sur 20 ans, clairement, c'est pas transcrit. On n'a pas ce volume-là par rapport à la capacité de calcul, et même la capacité humaine, etc. On est loin d'avoir transcrit tout ça. Par contre, on commence à rentrer dans cette routine-là d'avoir la transcription.
pour des études sur des volumes plus restreints, il y a des possibilités d'avoir des transcriptions. Donc, l'information m'a échappé là pour le temps de parole. Ce que vous avez fait, c'est d'attribuer en fait, la durée de l'émission à la personne, ou c'est le temps de parole est calculé à la prise de parole près? Alors on n'a pas la prise de parole près, par contre on a le nombre d'invités. Donc on va attribuer de manière égale le temps de parole entre les différents invités. Sachant que pour le coup, Moritz, donc, qui est en thèse, qui travaille lui de plus en plus sur les images grâce aux travaux de Pierre, ou avec Pierre, a utilisé ce que Pierre fait, donc tu me corriges si je me trompe, et toutes les questions de reconnaissance faciale pour voir en fait si ça collait à peu près. Notamment en fait si on prenait les différents invités, les fois on les voit à l'écran en train de parler par rapport à ce que nous on va faire pour approximer le temps de parole de chacun. Et en gros, statistiquement parlant, c'est pas complètement absurde. Parce qu'il y a en fait une espèce de, je pense que c'est un effort aussi qui est fait de répartition assez fine du temps de parole. Après, c'est pas, nous, on a la durée. Donc par exemple, je sais pas, si je vous dis la matinale d'Inter, bien sûr, sur la matinale d'Inter, on va pas donner à chaque invité parce qu'on va savoir qu'il y en a un qui est l'invité du 7h50 et puis il y en a un qui est l'invité du 8h20. On sait que le 8h20, il dure 20 minutes. Par contre, si on a 8h20, pas un, mais 3 invités, on va couper en 3. Et il se trouve que quand on a les images en plus et qu'on regarde le temps d'apparition à l'écran de chacun des invités, ça colle à peu près en fait avec une répartition égale du temps de parole. Et sur le nombre d'émissions, les 6 millions d'émissions, c'est celles que vous avez identifiées comme relevant de l'info, on va dire en gros, c'est ça? Non, c'est tout. Enfin, c'est vraiment tout. C'est tout le flux avec au moins un invité et un présentateur. Mais je suis étonnée par le décalage entre les 6 millions d'émissions et les 26 000 présentateurs. Ouais. Ça fait quand même un gros écart. C'est parce que les émissions, on les observe plusieurs fois. Une émission quotidienne, on va l'observer 5 fois par semaine. En fait, quand je dis émission, là, c'est vraiment l'émission ramenée au fait de la voir qui dure 1 heure. Okay. C'est pas ID émission. Ouais, pardon. Et juste une question un peu plus formelle, donc je vois bien un peu l'engagement aussi citoyen qui a aussi à cette recherche, notamment la capacité de nourrir un débat avec l'ARCOM, enfin voilà. Mais une fois qu'on a dit, qu'on a montré quand même sur le graphique que le service public finalement est de gauche, on voit bien plus à gauche que il n'est pas à gauche, il est plus à gauche que à gauche que tout le reste. Non, parce que c'est pas. En vrai, c'est par rapport à. Le service public est moins à droite. C'est ça la nuance. Non, mais c'est en fait, c'est une des choses qu'on discute pas mal dans le papier, c'est quoi le bon benchmark? Et notamment, en fait, par exemple, si vous prenez le temps de parole qui est dédié aujourd'hui à l'extrême droite, et ça change en fait avec cette mandature-là, mais qu'on le compare jusqu'en jusqu'en mai 2022 avec la représentation au niveau parlementaire de l'extrême droite, en fait, le temps de parole de l'extrême droite dans les médias est bien supérieur que sa part de députés. Bon. Si vous le comparez par contre au sondage pour l'extrême droite, il est inférieur. Est-ce que le bon benchmark, c'est la représentation parlementaire ? Est-ce que c'est des sondages? Est-ce que c'est quelque chose entre les deux? En fait, c'est ça, c'est une des difficultés. Et ça, je pense que c'est une des difficultés des règles du pluralisme. C'est pour ça que l'ARCOM, dans sa définition, est aussi assez flexible, hein, en donnant, hors période électorale, à chaque chaîne, la possibilité d'estimer librement l'importance relative des différents mouvements politiques. On ne sait pas ce qu'est le bon benchmark. Par contre, ce qu'on voit là, et ça pour moi c'est le plus intéressant en fait, au-delà de l'aspect descriptif, c'est que pour le coup on a des effets assez clairs de changement d'actionnariat sur la ligne éditoriale d'un média. Et ça pour le coup ça interroge pas tant, peut-être en fait que Vincent Bolloré, si je veux être un peu provocatrice, vu ce que j'ai écrit sur le sujet, je pense que vous ne me croirez pas dans tous les cas, peut-être qu'il tend vers une juste représentation médiatique de l'extrême droite, qui sans lui malheureusement a été non suffisamment représenté dans une démocratie fonctionnelle, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il le fait contre ses journalistes. Et ça se voit d'ailleurs avec des effets de sorting de journalistes qui sont obligés de quitter la... Donc ça pose des questions, en tout cas, au-delà de la question est-ce qu'on représente trop la gauche, pas assez la gauche, trop la droite, pas assez la droite, ça pose des questions d'indépendance, pour le coup, des journalistes par rapport à la volonté actionnariale de changer une ligne éditoriale. Je vais enchaîner avec une question très courte pour tous les deux. Voilà, je profite du passage. Cette question de l'engagement citoyen, alors je ne sais pas si c'est à la base de votre recherche ou pas, mais votre recherche s'ouvre aussi
sensibiliser les citoyens à certains mécanismes. Alors, comment ça se passe dans la médiatisation de votre recherche? Est-ce qu'il y a aussi des risques d'instrumentalisation? Je pense à un politique, un parlementaire qui pourrait dire j'essaie d'être très présent, est-ce qu'il est sollicité pour utiliser les données, et pareil, hein, une personne qui comment on se positionne dans ces sujets et par rapport aux médiatisation de la recherche. Pas simple, ça me fait penser sur l'activité parlementaire, il y a souvent des classements qui sont faits, mais plutôt par des journalistes, justement, des médias. Et il y a toujours le risque, parce que oui, les députés s'en servent, s'ils sont en haut, ils se glorifient sur Twitter ou autre, s'ils sont en bas, ils attaquent la méthode, etc. Et c'est un peu ce qu'ils peuvent faire aussi avec des chercheurs, en nous attaquant sur la méthode, s'ils sont pas... Bon, moi, j'ai eu aucun contact direct avec des hommes politiques contents ou pas contents de mes résultats, mais sur beaucoup de sujets, et c'est vrai que moi, en tant que chercheur, je travaille souvent sur des sujets qui d'abord m'intéressent en tant que citoyen. La politique, ça m'intéresse en tant que citoyen, la justice pénale, ça m'intéresse en tant que citoyen. Le garde-fou, c'est pour moi notre méthode et notre intégrité, notre transparence. Donc on essaie, je crois, de plus en plus en tant que chercheur d'être transparent à toutes les étapes de notre travail. Et présenter comme ça dans des moments un peu grand public nos travaux, c'est aussi un exercice de transparence où on explique parfois les biais éventuels qu'il peut y avoir, les limites à nos méthodes. Et bien souvent, maintenant, on nous demande, quand on publie un journal dans une revue, de publier le code, publier même les données brutes. Ce qui fait qu'on est de plus en plus inattaquable. Et puis en plus, les chercheurs, on s'évalue tous tout le temps. On est en permanence sous le feu des critiques entre nous, en fait. Donc, quand bien même il y aurait des velléités, un peu de la volonté d'imposer une ligne ou de critiquer des résultats, ce qui fait notre force, c'est nos méthodes de travail qui sont assez ouvertes, de plus en plus transparentes et normalement sérieuses. Ajouter là-dessus que, pas forcément, en plus l'étude ayant été faite un certain temps après les sanctions et la médiatisation, je pense que pour les parlementaires c'est de manière assez confidentielle. Ouais. Je ne vais pas vous cacher que oui, des parlementaires qui nous ont embêtés au moment de la publication, même du harcèlement, de l'intimidation juridique un petit peu. Pour autant, Regard Citoyen est vraiment une association qui est en dehors du monde académique, mais effectivement, il y a un peu cet esprit qui est dans les idées derrière l'association, de cette transparence appliquée aussi à l'association à partir du moment où on demande ça de la part des élus. Et donc du coup, cette démarche un peu d'open science, c'est celle qui guidait nos travaux aussi, et effectivement, il y avait cette logique de publier le code, les données, et toute la démarche, et de faire un travail aussi sérieux que possible. C'est-à-dire que pour constituer les listes de parlementaires sanctionnables, c'est un travail en fait qui prenait plusieurs mois pendant lesquels on préétablissait une liste des parlementaires potentiellement sanctionnables, puis on les contactait individuellement, tous pour leur dire, selon nos calculs, vous avez été sanctionnés. Il est possible qu'on n'ait pas certaines informations et nous vous invitons à nous fournir toutes les informations complémentaires. J'ai eu un vrai dialogue qui s'est fait avec chacun, enfin pas avec chacun. Il y en a certains qui n'ont jamais répondu, un certain nombre qui ont répondu et parfois de manière totalement légitime, d'autres qui essayaient de mettre en avant des excuses qui n'étaient pas justifiées. Et beaucoup, effectivement, c'est là que je pense que ça complète ton travail, c'est que beaucoup en fait ont réagi après la médiatisation. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais répondu au mail et qui, une fois la médiatisation sortie, se sont sentis obligés de venir Je propose qu'on passe à la deuxième partie. J'en retiens en tout cas de Benjamin que là, bon, on dit voilà que là pourra intéresser des chercheurs qui ne le savent pas encore, donc ça c'est encourageant. Et je vais vous dire pour fonctionner, le lab a besoin de données complètes et homogènes. Et bon, je savais déjà un petit peu, mais c'est pas de le rappeler. On va passer la parole à Pierre Le Tessier. Donc, Pierre Le Tessier a été longtemps chercheur
à l'INA, au service de la recherche de l'INA. Et dans ce cadre, il a développé et encadré des travaux de recherche, en particulier sur la reconnaissance faciale, la reconnaissance de visage. Aujourd'hui, Pierre est responsable de projets plus opérationnels en dirigeant une équipe qui s'appelle 2IA, comme intégration des outils, comme intégration de l'intelligence artificielle sur ce genre d'outils et d'autres. On parlait de transcription, d'outils de reconnaissance issus de l'IA qui peuvent aider dans les projets opérationnels. Merci. Voilà, Trominos. Trominos, c'est encore un petit peu à l'état de prototype. C'est un système de reconnaissance faciale à l'état de prototype parce que donc, ça a été fait à la recherche, c'est encore en cours d'intégration dans mon équipe maintenant. Et donc ça fait de la reconnaissance faciale. Donc la reconnaissance faciale, je ne détaille pas trop ce que c'est, je pense que tout le monde est à peu près au clair. La question c'est plutôt comment est-ce qu'on le fait, sur quoi, pourquoi est-ce qu'on le fait. Pour commencer, pourquoi? Bon, pour plein de raisons. Pourquoi pas pour des chercheurs du lab y compris. Identifier des personnes qui apparaissent. On l'a dit, hein, à l'INA, il y a plein de notices documentaires. Il y a un travail monstrueux qui a été fait par des centaines de documentalistes. Mais bon, quelque part, c'est jamais suffisant. On a toujours envie d'avoir plus. On a toujours envie de reprendre des émissions qu'on n'a pas eu le temps de traiter non plus, ou qu'on a estimé pas forcément intéressantes à une certaine date. Et finalement, maintenant, on aimerait pouvoir aller plus loin a posteriori, aussi parce que voilà, il y a de moins en moins de traitements documentaires, merci Julia de l'avoir rappelé, et puis de plus en plus de scènes de télé aussi, hein, pourquoi pas même du web, plein de sources différentes qui apparaissent. Donc des outils automatiques, ça peut aider à la fois à compléter la documentation et puis les gens qui en ont besoin à la fin. La reconnaissance faciale, on l'a fait évidemment grâce à une base de données. Il nous faut des visages pour reconnaître quelqu'un. Un visage, c'est le minimum. Évidemment, plus on en a, le plus représentatif possible de toute la diversité de la personne, et mieux c'est. Actuellement, on a 73 744 à l'heure actuelle personnes différentes qui ont au moins une photo. Dans les faits, elles ont souvent beaucoup plus de photos que ça. C'est-à-dire que là, on voit ici qu'on a 77 millions de photos différentes, donc de visages qui apparaissent dans un moment différent. Pour ces 73 000 personnes. Donc un peu plus de 1000 visages par personne. C'est très déséquilibré. Il y a des gens, on a 5 photos d'eux, et d'autres, comme un président par exemple, on va avoir 300 000 photos d'eux. Ces photos, elles viennent parfois un petit peu du web, qu'on a scrappé parfois, parce que c'était parfois plus pratique de faire ça comme ça. Mais dans la mesure du possible, on va les chercher dans les fonds de l'INA. Et dans les fonds de l'INA, en fait, on a extrait 514 millions de keyframes, donc voilà, d'images prises à un instant T dans une vidéo. Évidemment, ça peut être des images qui ne sont pas consécutives, hein, c'est jamais 2 frames consécutifs, mais ça peut être séparé de 1 seconde, par exemple. Donc il y a plein de fois, on a des visages très redondants, c'est un peu les mêmes. Mais bon, quand même, à 1 seconde d'écart, finalement, le visage, il va quand même bouger un tout petit peu. Si c'est un visage qui parle, il va y avoir bouche fermée, bouche ouverte, dans toutes les apparences possibles, faciales, tous les angles de prise de vue. Et puis à l'échelle du temps aussi, voilà, les gens connus pendant des dizaines d'années, on va les avoir pendant des dizaines d'années aussi. On sait bien qu'évidemment, le vieillissement va jouer sur les capacités de la reconnaissance faciale. Donc évidemment, plus on a de vidéos différentes à différents âges de la vie des personnes qu'on veut reconnaître, et mieux ça fonctionnera. Donc voilà, 514 millions de keyframes en tout, et puis environ 4 millions de photos en plus qui viennent plutôt là d'Internet. Tout ça est réparti dans 663 000 vidéos, ça fait 365 000 heures. Sachant qu'on a principalement traité les 10 dernières années, surtout depuis 2010, principalement pour des raisons de capacité d'accès aux vidéos elles-mêmes, puisque tout n'est pas forcément situé sur disque dur. On ne peut pas accéder à tout ce qu'on veut, même à l'INA. Vous, de votre côté, vous aurez peut-être des soucis parfois d'accéder à des volumes un peu massifs. Sachez que nous aussi, c'est pas si simple. Tout n'est pas sur disque dur, donc rapatrier une vidéo depuis les robots, ça peut être un petit peu long. Donc voilà, on s'est focalisé beaucoup là-dessus, mais sachant que même si on s'est focalisé sur les 12 dernières années, il n'empêche que dans les 12 dernières années, on a quand même pas mal aussi de rediffusions d'émissions un peu plus anciennes, d'émissions historiques. Donc évidemment, François Mitterrand, on l'a pas beaucoup vu à la télé depuis 12 ans, mais on l'a quand même vu en fait. On l'a quand même vu dans pas mal d'émissions qui parlaient de lui, qui parlaient d'une époque
peu plus ancienne. Et là, bon, là, les statistiques ne sont pas très à jour parce que ça me concerne moi et moi, je n'ai pas beaucoup bossé ces derniers temps. J'ai laissé le boulot à d'autres, mais peut-être pas quotidiennement, mais quasiment quotidiennement, il y a des gens à l'INA qui vont compléter en fait la base de données au fur et à mesure qu'on identifie qu'il nous manque quelqu'un dans la base. Aussi au fur et à mesure qu'il y a des gens qui font l'actualité, des gens qui rentrent dans l'actualité, un nouvel homme politique typiquement qui va se présenter au municipal, ben voilà, 3 semaines avant on ne le connaissait pas, ou alors on le connaissait mais on n'avait pas jugé bon de l'ajouter parce qu'on n'avait pas forcément tout le monde non plus. Sachant que dans les fonds de l'INA, hein, pour ceux qui le savent un peu, on a environ 1 million de personnes physiques qui sont dans nos référentiels de personnes physiques. Mais bon, déjà, il n'y a pas forcément de moyen pour nous d'avoir des visages pour ce million de personnes-là, et de toute façon, ça ne fait pas forcément de sens d'arriver à reconnaître 1 million de personnes. Quand même, on y arriverait technologiquement, ce qui n'est pas forcément évident non plus. C'est pas si simple que ça. Peut-être voir une petite démonstration, peut-être ce serait plus simple. Alors, à la demande de Arthur, je vais le répéter, cette interface-là, elle est utilisée, c'est une interface d'administration et de démonstration. Vous ne pourrez pas y accéder comme ça, si facilement que ça. Déjà parce que voilà, on parle de millions de photos, voilà, on ne les montre pas à tout le monde. Il y a aussi des problématiques de données personnelles, évidemment. Donc avec l'aide d'Arthur, voilà, il y aura peut-être sûrement moyen de négocier, d'accéder à des choses quand il le faudra. Par contre, ce qui sera disponible, et on en discutera évidemment, hein, mais par contre, c'est l'accès à la possibilité de faire des calculs. Donc de dire, voilà, on a un corpus de 1 millier d'heures de vidéos, pourquoi pas beaucoup plus, et on peut essayer de vous dire qui apparaît dedans, moyennant quelques jours, semaines ou mois de calcul, selon le volume et la puissance de calcul disponible chez nous. Donc comme je disais, c'est aussi une interface de démonstration. Pour ça, on peut soit uploader une image de notre disque dur, soit aller le chercher directement sur Internet. Vous avez une idée de personnes que vous voudriez reconnaître ? On va regarder si Julia Cazé, j'ai aucune idée si elle est dans la base. Je ne sais pas si tu y es. On va aller prendre une photo de Julia. Tiens. Bah, celle-là, ça s'est fait partout. Ouais, mais c'est plus facile du coup. Parce que bon, l'effet démo, tout ça, on ne sait pas. Allez, on va copier l'adresse de l'image, on la colle, et la suspense. Je savais pas. Bah évidemment, tu ressembles plus à ta sœur que... Je ne sais pas. Voilà, donc il nous propose 2 solutions avec un score à chaque fois entre 0 et 100. Alors évidemment, ouais, on n'est pas bon pour reconnaître 2 quasi-sosies. Hein. On a nos limites, c'est comme les sommes de caractères et Philippe Martin, ou voilà, quand on se ressemble trop, c'est compliqué. Donc on a quand même un score. Le score, il essaye de dire quelque chose. C'est pas un score que je qualifierais de hyper évalué scientifiquement, parce que c'est compliqué de faire une telle évaluation. On est toujours en cours d'essayer de monter cette évaluation correcte. C'est très difficile, d'autant que les données évoluent tout le temps. Vu que je l'ai dit tout à l'heure, les données évoluent quotidiennement, donc évaluer à un instant T, ça ne dit pas que ce sera bien demain. Et ça sera bien et d'autant plus que ça marche surtout bien quand on a beaucoup de photos de la personne. Plus on a de photos de la personne, et mieux ça fonctionne. Et donc, si on ajoute des photos, ça fonctionne d'autant mieux. Et voilà. Donc, tout ça pour dire que le score, c'est une indication. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Ça permet quand même dans une analyse un petit peu massive, de dire, on peut dire par exemple, on prend que ce qui est au-dessus de 50%. C'est que là, si on prend ce qui est au-dessus de 80, dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas. On manquera des choses. C'est aussi pour dire que les analyses, on pourra essayer de donner une petite idée de la précision. Par contre, le rappel, non. C'est-à-dire que d'essayer de vous dire, est-ce qu'on est relativement sûr de nous sur le fait qu'on a reconnu quelqu'un? Peut-être. Est-ce qu'on est sûr de nous sur le fait qu'on n'a pas manqué la détection de quelqu'un? Ben non, on n'est pas trop sûr. Donc parfois, c'est vrai que les analyses de temps de présence à l'écran, tout ça, ça va générer beaucoup de biais. Donc c'est bien, ça va faire du boulot pour les gens qui font des statistiques.
Voilà, donc ce sera des analyses à bien étudier en profondeur. Il ne suffit pas de faire passer l'algo et d'espérer avoir des jolies stats qui sortent toutes seules. C'est malheureusement plus compliqué que ça. Donc je l'ai dit tout à l'heure, évidemment pour bien connaître quelqu'un, il faut réussir à avoir des photos de la personne. Donc si on va avoir des Julia, on peut changer un peu quand même, pas obligé d'aller voir les mêmes. Julia Fordham, voilà, une chanteuse. On a quelques informations sur elle. On a pas mal d'informations, surtout quand on a aussi un identifiant Wikidata. C'est le cas pour environ 60 000 des personnes qui sont dans notre référentiel. Ça permet de pas mal compléter les informations qu'on a, voilà, à la fois parfois date de naissance. Voilà. Pour la reconnaissance faciale, c'est pas tellement un truc très important, mais bon, à la limite, puisqu'on en est à capter des millions d'images, si on peut calquer quelques attributs textuels de plus, ça fait pas de mal. Ça nous permet aussi, évidemment, dans le cas des homonymes, mettons que Julia Fordham, il y en a peut-être 2 dans le monde, c'est bien possible, de savoir de qui on parle. Puisqu'au moment où un documentaliste ou quelqu'un à l'INA va ajouter des photos de la personne, on aimerait être sûr quand même qu'on parle bien de la bonne personne. Et juste se référer à un identifiant INA, un identifiant INA, ça parle qu'à moitié. Pour aller vérifier qui c'est, il faudrait ouvrir une vidéo de l'INA dans laquelle la personne apparaît. Trouver le moment clé où la personne apparaît aussi, c'est compliqué. Donc voilà, toutes ces informations-là, de savoir quelle est la nationalité, la date de naissance, la profession, selon les personnes, on va s'attacher à des attributs un peu différents qui vont être plus ou moins discriminants. Ce qui va être intéressant du coup pour nous, pour la reconnaissance faciale, ce sont les photos. Là, on voit que dans ce cas-là, pour la personne en question, on a 53 photos. Donc on peut les parcourir. Là, moi je sais directement que les photos, c'est plutôt des photos issues d'Internet, parce qu'elles sont très différentes et qu'il n'y a pas beaucoup de redondance, donc ça paraît à peu près clair. On peut ouvrir les métadonnées et voir en fait d'où elle vient. Voilà, là c'est la confirmation qu'elle vient bien du web. Elle a été scrapée sur Internet voilà, en 2020. On peut aller voir les autres. Quand on récupère les visages, en fait, on récupère l'image entière. Ça, c'est parce qu'on n'a pas envie de se focaliser uniquement sur le visage. On se dit que plus tard, on a fait un peu des travaux de recherche là-dessus aussi, que le contexte visuel environnant finalement le visage peut avoir un intérêt énorme aussi. Que quelque part, nous-mêmes en tant qu'humains, quand on reconnaît un visage, c'est pas uniquement le visage qu'on reconnaît. C'est aussi les vêtements, c'est la coiffure tout autour qui est plus ou moins imposante, selon les personnes. Et c'est les personnes qui sont à côté, qui vont apparaître en même temps. Ça peut donner une indication énorme. Les Beatles, par exemple, je sais pas, vous prenez une photo des Beatles, vous en prenez un séparément, pas forcément sûr de bien le reconnaître, mettez les 4 côte à côte, bon, il n'y a pas de doute. Donc voilà, le contexte joue quand même beaucoup. Et il y a plein d'études à faire là-dessus, évidemment. Donc voilà, plein de photos. Donc là, que 53, mais on sait que si on se parlait tout à l'heure de personnes qui en ont beaucoup plus, si on va voir Emmanuel Macron, je crois que c'est l'un de ceux qui en a le plus, souvent passé à la télé. Donc forcément, c'est un petit peu plus long à loader, à travers le VPN, en plus ça arrange rien, mais je crois qu'il en a 300 000. Voilà, 365 000. Donc on ne va pas les parcourir tous. Vous voyez que quand on arrive sur des vidéos, on en a plein qui sont hyper redondantes et qu'on a préféré laisser dans l'interface parce que quelque part, si on veut les supprimer un jour, on pourra, il n'y a aucun souci, mais quelque part, tant que ça ne nous pose pas de soucis de stockage, on peut les conserver aussi. Je ne vais pas m'étendre dessus, je vais laisser de la place peut-être à des questions, mais pour dire que cette interface-là, elle nous sert évidemment, comme je l'ai dit, à ajouter des personnes, à ajouter des photos pour les personnes, et que du coup, ce travail-là, c'est aussi un travail un peu monstrueux, ça prend beaucoup de temps, mais qu'on a essayé de mettre pas mal de méthodes en place pour faciliter ce travail-là. Donc plutôt que d'annoter visage par visage, d'aller valider que il suffit de faire ça ici, de dire cette personne-là, non, finalement ce n'est pas Emmanuel Macron, finalement peut-être, allez, finalement si. Le faire sur 300 000 photos, c'est pas possible. Par contre, on a mis plein d'outils en place permettant, par exemple, de regrouper les visages très similaires les uns avec les autres sous la forme de clusters et de pouvoir valider des clusters entiers, donc parfois une centaine de visages en même temps, parfois 1 millier ou 10 000 visages qui sont quasiment identiques. Donc voilà, de faire travailler à la fois les algorithmes qui travaillent très vite, mais ne sont pas toujours si malins que ça, et les humains qui, eux, sont quand même plus lents. Par contre, ils réfléchissent mieux.
Donc quand on peut, voilà, cette interaction, cette interactivité entre l'humain et la machine donne souvent des bons résultats, au prix de développer des interfaces comme celle-ci qui voilà, prennent du temps aussi à développer. Il faut beaucoup penser les choses. Et ça, c'est peut-être un truc à penser dans le lab où effectivement il y a plein de choses, plein d'interactions. Quand on met un être humain et un fichier texte de 300 000 lignes, c'est compliqué, il faut des algos, donc soit des algos faciles à mettre en œuvre qui nous aident, soit des interfaces graphiques qui nous aident, et c'est du travail aussi. Donc ça se pense à l'avance. Je vous ai dit, hein, voilà, il y a des fake images, enfin pas toutes les images, mais plus de 514 millions des images qu'on a dans la base viennent de vidéos de l'INA. Donc sur chacun des visages qu'on a, on peut remonter en fait à la vidéo d'origine. Ce pareil là, c'est un tout petit peu long, c'est pas forcément pris le meilleur exemple parce que c'est... Allez, c'est bon, ça load. Donc typiquement ici, on voit que là, on a des vidéos pour Emmanuel Macron. Ah oui, bah ça, non, forcément, désolé. Petit bug, on redéploie régulièrement, on n'est pas forcément toujours en prod, et donc on redéploie régulièrement des trucs qui parfois cassent des choses. C'est pas une fonctionnalité qui est utilisée au jour le jour, donc c'est pas trop grave. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est juste voir ça, par exemple, typiquement, voilà. Là ici, on a Emmanuel Macron, on sait exactement en fait à quelle date et à quelle heure, bon, là c'est des secondes, c'est pas très joli, à quelle seconde exactement de la vidéo ça a été diffusé. Donc on peut très bien visualiser une vidéo et détecter toutes les détections de chacune des personnes qui sont à l'intérieur et qu'on a pu détecter. On a pu aussi manquer plein de gens, évidemment. Je pense que je peux peut-être m'arrêter là et laisser de la place aux questions si vous voulez. Juste pour lancer la discussion, parce que après plusieurs termes de service, donc toujours au lab, tu disais encore plus de 1000 heures à calculer, quelque chose comme ça, hein? Oui, disons qu'il va y avoir plusieurs variables importantes à prendre en compte. Il y a chaque demande, forcément, c'est aussi du temps humain à y passer, et le temps humain est un peu variable selon que c'est une centaine d'heures ou 100 000 heures. Mais quand même, c'est quand même du temps humain de juste traiter la demande elle-même, donc ça, c'est à prendre en compte. Et puis ensuite, oui, traiter une centaine d'heures, en termes de coût de calcul, c'est assez négligeable par rapport à tout ce qu'on fait quotidiennement. Avec Nicolas, on a un calcul en cours, on a fait quoi, 20 000 heures pour l'instant, non, peut-être En nombre d'heures, je ne sais pas, mais typiquement, c'est ce que disait Julia, c'est Moritz qui va un peu essuyer les plâtres du premier vrai traitement pour un chercheur externe, d'avoir une reconnaissance de visage. Donc notamment, toujours dans cette question de diversité politique et d'avoir une quantification plus fine, donc des temps d'apparition à l'écran. Donc là, c'est ce qu'on va chercher à faire, c'est les travaux que Julie a présentés, avoir des données plus fines, et les visages sont un des moyens d'avoir ces données plus fines. Là, typiquement, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a, par exemple, tout bêtement, Maurice avait un intérêt pour certaines personnes qui n'étaient pas encore, qui sont dans le thésaurus SNAP, on sait qu'on a dans les notices documentaires, etc., mais pour lesquels il n'y avait pas encore des ongles de visage. Maurice a passé un peu de temps à faire ce travail un peu rébarbatif, mais nécessaire, d'aller s'assurer que dans l'outil, on avait bien des exemples des visages, des personnalités politiques qu'on avait besoin, nous, de pouvoir suivre. Et puis après, la définition du corpus, et puis on a le corpus de vidéo, et on a lancé le calcul sur les serveurs. Donc, typiquement, c'est vraiment ça. Je m'engage peut-être pas trop, Claude, mais si le premier chercheur qui vient nous voir nous dit qu'il veut analyser 1 million d'heures de vidéo avec Trombinos, je vous le dis tout de suite, je pense que la réponse ce sera non, tu es un peu gourmand. On va pas commencer par des expériences monstrueuses en termes de volumétrie sur ces technologies-là, tout bêtement parce qu'il y a quand même de la puissance de calcul derrière. Mais quand on parle de milliers d'heures, on est sur des choses qui sont de l'ordre du raisonnable en termes de capacité de calcul, de ce qu'on peut absorber maintenant. Millions d'heures, non, clairement, c'est pas maintenant. Par ailleurs, actuellement, on fait aussi 24/24 une analyse de 4 chaînes d'infos en continu et de quasiment tous les journaux télévisés nationaux. Donc, typiquement, hein, si vous avez une étude qui se porte uniquement sur ça, depuis le 1er septembre 2022, on peut y répondre assez facilement parce qu'en fait, les données sont déjà calculées. Si vous nous dites que vous êtes intéressé par tous les JT nationaux maintenant depuis les années 2010, on en a une partie qui est déjà calculée. Si ce n'est pas fait,
toute façon, nous, ça nous intéresse de le calculer aussi. On l'aurait fait à un moment ou à un autre. Donc, du coup, les deux besoins se rejoignent. On aurait tendance à plus facilement accepter la demande. Maintenant, si vous nous dites que vous voulez faire que de la fiction de téléfilms allemands, c'est pas sûr qu'on vous dise oui, quoi, parce qu'on n'en a pas forcément besoin beaucoup à l'INA. Donc, et il n'y aura peut-être pas beaucoup d'autres chercheurs qui s'intéresseront à ça non plus. Donc c'est pas gagné. Le score de confiance, il est exporté systématiquement aussi. Ouais, la position exacte du visage, les scores de confiance. On va améliorer le score de confiance et puis on va surtout présenter des évaluations un peu plus scientifiques bientôt normalement. Donc il y aura un peu plus de fiabilité sur ça. Pour anticiper aussi peut-être des questions qui vont venir forcément. Le score de confiance, il est malheureusement pour l'instant pas encore assez fiable, surtout parce que suivant le type de personnes qu'on va analyser, on n'aura pas la même qualité. Typiquement, on sait qu'on a des biais, encore une fois, on en reparle. Comme tout le monde, on fait de la reconnaissance faciale et on n'est pas aussi bon pour distinguer de personnes noires que de personnes blanches. De personnes très jeunes, moins de 12-14 ans, ou des personnes très, très âgées, on aura plus de mal aussi. Donc voilà, et typiquement, c'est simple à comprendre, hein. On est aussi bête que les autres, pour le coup. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et ce qu'on a pour réussir à faire de la connaissance faciale, c'est d'entraîner, c'est de réaliser un apprentissage de réseau de neurones, ça marche comme ça, pour ceux qui connaissent un tout petit peu. Et ces réseaux de neurones-là, ils ont besoin de millions d'images pour apprendre à distinguer deux visages, savoir s'ils sont identiques ou pas. Et les bases de données suffisamment fiables pour faire ça, elles comportent surtout des occidentaux. Elles ne comportent pas beaucoup d'enfants parce que généralement c'est plus complexe juridiquement aussi d'avoir des photos d'enfants dans une base comme ça. Donc elles sont à l'image des laboratoires qui s'en occupent, quoi. Et donc quand l'université d'Oxford fait un dataset comme ça, ils essayent de mettre un peu de diversité de toutes sortes, mais il y a quand même plus de blancs. Donc on est moins fort pour distinguer des personnes non blanches que des personnes blanches dans l'ensemble. Donc le score s'en ressent aussi. Donc il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, il faut rester très, très vigilant sur ce qu'on peut présenter comme ça. Et ça aussi, on essaye de s'améliorer. On a des pistes, mais c'est un bon travail. D'autres questions? Oui, je veux. Pardon, vas-y. Non, mais je lasse dans la salle. On avait vu une thèse dans le pitch de l'Inatech qui portait sur la représentation des femmes dans les séries policières l'année dernière. Et il avait codé lui-même en fait. Est-ce que là, par exemple, on pourrait coder sur les fictions, sur un ensemble, un corpus de fictions françaises? Donc j'imagine qu'on pourrait avoir l'âge approximatif. On le fait avec des algos qu'on n'a pas codés nous-mêmes, qui sont open source. Ça m'a l'air très approximatif, ouais. À 20 ans près, ça a l'air de pas mal marcher. Mais il y a des gens qui font mieux. Donc oui, nous, on n'a rien vraiment, je dirais pas qu'on a un truc qui marche bien là-dessus. Nous, on a intégré parce que c'était sur étagère et que c'était facile à intégrer comme ça. Mais si on voulait vraiment en faire un vrai usage autre que d'avoir un peu une vitrine comme ça, comme cette application là, il faudrait mieux étudier les algorithmes existants. Et je ne doute pas qu'il y ait des choses qui soient bien plus pertinentes, qui ne soient pas forcément trop compliquées à intégrer, hein. Maintenant, faut étudier le truc d'un peu plus près quand même. Je pense que sur l'âge, le plus simple reste quand même sur des séries d'identifier les personnes et leur date de naissance. Si on identifie les acteurs, et plus que... Parce que sur un corpus restreint, les génériques, faire le travail, et après faire le travail d'identifier. Je sais pas, s'il y a 100, 200 acteurs à se taper à la main pour avoir les informations personnelles, avoir les visages représentatifs si c'est des acteurs qui ne sont pas spécialement connus, qui ne sont pas dans la base, et après analyser un corpus de quelques dizaines, centaines d'heures d'épisodes de la série, et là toutes les statistiques de temps d'apparition de chacun d'entre eux, et après s'il faut les croiser par âge, par sexe, par je ne sais quoi, tout de suite ce codage-là sera Et on ne peut pas avoir tellement plus Plus que quoi? Plus que ça en termes de... Parce que, par exemple, il avait codé la manière dont c'était habillé, etc. C'est un peu un algo à chaque fois, un peu ad hoc, j'ai envie de dire.
Enfin, la réponse que je peux faire, c'est qu'on n'a pas. Actuellement, on n'a pas ces algos-là. Maintenant, les développer, pourquoi pas, mais effectivement, il faut trouver quelqu'un capable et qui a le temps de le faire. Et que, voilà. Donc, si on parle de quelqu'un qui a des capacités à développer lui-même, il peut commencer dans son coin et en reparler à Arthur, et on voit ce qu'on fait. Et à la fin, si on arrive si l'algo existe et qu'il fonctionne un minimum bien, nous, il n'y a pas de raison majeure de ne pas le déployer chez nous et de faire les calculs chez nous. Tout est possible, oui. Maintenant, nous, de notre côté, on ne développera pas ce genre d'algo-là trop spécifique. Tout ce qu'on développe, c'est vraiment des choses, tout ce qu'on pourra mettre à disposition dans le lab, c'est des choses qu'on utilise déjà à l'heure actuelle et qui ont déjà un intérêt pour du traitement documentaire bien identifié. Ce qui est prévu, potentiellement plus tard, il y a la question il y a de la recherche à l'INA, il y a des choses qui sont intégrées plus industriellement à l'INA, mais il y a énormément de recherche sur ces questions-là, et il y a des algos qui existent en open source, il y a d'autres laboratoires qui mettent à disposition leurs algorithmes, et il est prévu dans le cadre de là, là c'est la première année, on démarre juste, etc., mais potentiellement de faire en sorte que des algos qu'on n'utilise pas nous à l'INA, mais qui existent, qui sont disponibles et qui sont facilement intégrés, c'est-à-dire des trucs qui tiennent un peu la route déjà, de pouvoir utiliser ces algorithmes qui sont extérieurs à l'INA sur des données de l'INA et sur les serveurs de calcul de l'INA, c'est du domaine du possible. C'est dans l'accompagnement qui va être possible dans le lab. En discutant, selon des algorithmes très gourmands, mais c'est des questions de capacité. Toujours à la fin, ça va être de combien de temps d'ingénierie et quelle capacité de calcul, mais c'est de l'ordre des choses qui sont possibles. Donc s'il y a un méga algo qui sort exactement ce qui vous prendrait un temps fou à coder manuellement, mais que ça existe parce que tel labo dans telle université le fait, on en discute. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oui, j'avais une question sur si vous envisagez une charte éthique, c'est-à-dire si une personne arrive avec un jeu de photographie, j'aimerais bien, voilà, j'ai préparé un corpus, j'aimerais bien retrouver ces visages. Est-ce qu'on considère que tout ce qui est d'Alina sont des personnes publiques, ou est-ce que vous allez regarder dedans? Alors, si c'est un corpus qui nous est amené comme corpus de requête, c'est-à-dire de dire est-ce qu'on peut trouver ces photos-là dans les fonds de l'INA quelque part, à la limite que les photos, on les voit passer, mais on les stocke pas, on les conserve pas, donc quelque part, l'API d'ailleurs stocke pas, hein, quand on upload une photo sur le site, elle est gardée dans la mémoire vive, mais elle est jamais stockée sur disque, donc ça laisse pas de traces, donc moi je vois pas de souci majeur là-dessus a priori. Et donc nous on saura dire si on reconnaît quelqu'un parmi les 73 000 personnes. Les 73 000 personnes, il n'y a pas de charte éthique vraiment, mais ce qu'on a, c'est donc des gens dans l'équipe des méthodes à l'INA qui vont pour le coup décider de est-ce qu'on ajoute des photos pour la personne ou pas. Et c'est un débat un peu constant. Et pour ajouter des photos sur une personne, il faut que la personne soit vraiment rentrée dans l'actualité à un moment, qu'on estime qu'on va la revoir un jour ou l'autre, et que ça ne pose pas de souci d'ajouter de photos. D'une manière générale, il n'y a pas forcément de règles. Pour l'instant, on fait des choses très en interne, on ne publie pas vraiment beaucoup ce genre de résultats-là sur des sites grand public. Évidemment, il y aura évidemment un droit aussi des personnes à dire non, je ne veux pas être dans les bases de l'INA, pas que mon visage y soit. Dans ce cas-là, il y aura besoin de discuter. On n'a pas encore eu ce cas-là, mais on sait que ça arrivera. Et donc évidemment, si quelqu'un ne veut pas être dans les bases de l'INA, pas de raison qu'on y laisse. Moi, je me permets de préciser que ça sera d'autant plus le cas si c'est des ajouts de personnes ad hoc au lab. On est attaché à un usage responsable de l'IA en général, que ce soit pour la précision des modèles, et donc pas forcément formalisé dans une charte éthique, mais en tout cas, c'est une question à laquelle on fera très très attention. Et de toute façon, pour arriver à reconnaître quelqu'un, il faudra que ce quelqu'un soit dans les référentiels de l'INA. Donc en fait, moi, ça me dépasse moi à la limite, parce que nous, on va rajouter des photos, hein, mais il faut déjà avoir un identifiant INA pour pouvoir rajouter quelqu'un. Et donc ça, cet identifiant, il est créé que si on estime que c'est bon. Donc effectivement, on ne pourra pas débarquer en disant j'ajoute 5000 personnes qui sont ma famille, mes copains ou mes opposants politiques. Voilà, ça non. C'est pour rebondir à la fois sur les enjeux éthiques et un peu sur ce qui se dit plutôt sur la classification automatique. Moi, je suis un peu
comme beaucoup, je pense, de technophiles en général, assez sceptiques et méfiants sur les classifications a fortiori binaires. Enfin, je me demande quelles questions vous vous êtes posées sur toutes les questions d'analyse automatique de genre, parce que a fortiori de nos jours, je pense que ça pose beaucoup de questions éthiques. Et alors, autant je vois l'enjeu pour l'accompagnement à la classification par les personnes qui font les métadonnées, autant mettre à disposition une telle note de classification homme-femme de 0 à 100 à disposition de l'utilisateur. Enfin, moi, ça m'inquiète un peu en fait. C'est pas le cas parce qu'en fait là on le montre dans l'interface qui est l'application web vraiment de démonstration interne, mais c'est une pure vitrine interne, voilà. Et la reconnaissance du genre n'est jamais faite en réponse à l'API qui est exposée en interne pour les besoins quotidiens de prod ou les besoins même du lab. Hein. On ne répondra pas au genre homme-femme avec Trominos. Mon collègue David Doucan à la recherche le fait avec voilà, une autre ampleur voilà, de travaux de recherche où voilà, nous on a juste encore une fois intégré un truc, c'est Intel qui propose un bout d'algorithme. On l'a posé là parce que pour montrer que oui, c'était possible d'avoir le même genre de vitrine qu'on aurait dans une start-up qui montrerait ses résultats. On ne voulait pas qu'on nous dise ouais, mais est-ce que vous faites aussi le genre, l'âge Oui, on fait. Bon, c'est pas notre boulot, mais oui. Donc oui, on est d'accord. Moi, la distinction, elle est. Enfin, faut voir l'usage en fait déjà pour commencer. J'ai envie de dire le côté éthique, il dépend beaucoup de l'usage qu'on en fait. Et donc, et même le côté binaire du genre homme-femme, là, il y avait un score, hein, mais bon, peu importe. Même dans la reconnaissance de la personne, pour le coup, moi, on met pas trop de binarité là-dedans. On donne toujours un score et ensuite libre à l'utilisateur final d'interpréter ce score-là avec l'explication qu'on peut lui donner sur le calcul de ce score. Sachant que nous, on fait voilà, cet algorithme-là, il répond à différents usages. Même en interne, hein, même au niveau documentation, finalement, il y a plusieurs usages potentiels. Et donc le but, c'est vraiment d'être le plus indépendant des usages finaux et d'avoir un seul algo qui répond à tous les besoins. Mais chaque besoin nécessite forcément de repenser l'usage exact qu'on en fait, comment on présente le résultat à la fin. Est-ce que c'est en suggestion pour faire des annotations semi-automatique, histoire que le documentaliste, plutôt que de chercher qui c'est, on lui dit déjà, tiens, c'est peut-être un tel. Et dans ce cas-là, oui, c'est possible de lui présenter plusieurs possibilités avec un score, même si le score est faible. Et si on veut faire des analyses tout automatiques de détecter la présence de telle personne à l'écran en ayant une vision binaire, on peut aussi, mais avec le risque de se tromper. Ça, donc c'est pareil, dans le cadre d'un usage potentiellement lab, les données devront vraiment être interprétées au regard de ce qu'on veut en faire. Et bon, du coup, Arthur sera là pour vous orienter, et puis on en parlera avec moi aussi. D'où l'importance de l'accompagnement humain, et pas de je te livre le jeu de données et tu l'interprètes pas n'importe comment, mais voilà. Pense à interpréter ce qu'on vient de te livrer. Sinon, on finit toutes les interventions par le lab, si tu veux. Bon, moi j'ai une question philosophique. Est-ce que Trombino prend en considération et en compte le passage du temps? Par exemple, Édouard Philippe, je pense au cas Édouard Philippe. S'il n'a pas été alimenté avec des photos récentes d'Édouard Philippe, est-ce qu'il sera incapable de le reconnaître aujourd'hui? Il aura plus de mal. Il aura plus de mal. Bon, là, typiquement, il a encore une barbe bien noire. Alors, il n'est pas bien trié par date d'ajout, cela dit, donc on n'aura pas forcément de photos très récentes, mais là, on commence à avoir un petit peu de blanc. Ça arrive petit à petit. Donc, enfin, pour répondre, oui, on le prend en compte en fait parce qu'en fait, on a plein de photos de la personne. Donc, du coup, plus on a de photos récentes d'Édouard Philippe, et plus on arrivera à le reconnaître quand il a sa barbe blanche. Maintenant, c'est vrai que si quelqu'un change du tout au tout, on aura quand même peut-être un peu plus de mal à reconnaître, mais on est assez robuste à ça parce que pour ceux à qui ça part, on n'a pas un modèle par personne. On va pas faire la moyenne de l'apparence de quelqu'un. On va vraiment considérer, c'est pour ça qu'on garde autant de photos, hein. Là on n'a que 2018 photos, mais on garde vraiment les 2018, et si jamais vous uploadez, vous essayez d'analyser une photo d'Édouard Philippe avec la barbe blanche, si jamais on a une ou deux photos d'Édouard Philippe avec la barbe blanche, ça va matcher, et on va pouvoir dire que c'est lui.
Par contre, si il y a beaucoup plus de photos de lui avec des barbes noires, ça va pas forcément te faire dégrader le score. Merci. En tout cas, je crois qu'on est arrivé au terme de cette séance. Je crois que beaucoup de nos engagements sont tenus, notamment celui d'engager un dialogue entre les communautés. Donc, on vous donne rendez-vous à la prochaine séance qui se déroulera toujours ici le 13 mars. 17 mars. Et d'ici là, vous pouvez suivre nos aventures sur le carnet de recherche du Lab. Merci de votre présence en ligne et en présence.